Le bilan du vaccin, est-ce que le vaccin a stoppé l'épidémie? Non. Est-ce que le vaccin empêche d'attraper le Covid? Non. Est-ce que le vaccin empêche d'attraper à nouveau le Covid? Non. Est-ce que le vaccin empêche d'infecter les autres? Non. Est-ce que le vaccin empêche de mourir du Covid? Non. Or, on nous a fait croire qu'il y avait une vérité, que c'était le vaccin qui allait nous sauver de tout. Et là, on a eu les déclarations de notre président, il y a eu la déclaration de Biden. Il ne s'agit pas de liberté, dit-il, ou de choix personnel, mais de vous protéger ainsi que ceux autour de vous. On sait que finalement, ce vaccin ne permettait ni de vous protéger, ni ceux autour de vous. Et puis, Poutine d'enchérir, la propagation de la pandémie ne peut être évitée que par la vaccination. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand on est dans du dogme comme cela, effectivement, c'est très difficile de parler science. Elle s'appelle Alexandra Henrion-Caude. Je voulais vous montrer le tweet qu'elle a publié. Elle a publié Les apprentis sorciers, tout ce que l'on vous cache sur l'ARN messager. Et son livre sort aujourd'hui. Là, vous allez pouvoir échanger avec elle. Elle a fait un tweet ces dernières heures. Complotiste, est-ce que j'ai une gueule de complotiste? Il y a 3 ans, TF1, Le Monde, Le Parisien m'ont inventé une vie. Comme pour d'autres, un traitement de dénigrement intolérable. Ça fait aujourd'hui 6 semaines que mon livre Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels, a été publié et il est toujours dans le top des livres les plus vendus en France. Et malgré ça, absolument aucun média grand public, mainstream, n'en parle, que ce soit journaux, télé ou radio. Moi-même qui suis la cible de toutes ces attaques viles et honteuses. Heureusement, l'équipe de Conspiracy Watch a décidé de mettre en lumière le livre. C'est vrai que tous ceux qui n'étaient pas dans la doxa étaient montrés du doigt. Qu'en fait, le réseau Sentinelle des médecins qui remontent les malades n'ont à aucun moment depuis le début de cette crise remonté plus de malades que ce qu'ils avaient d'habitude dans les fameuses grippes. Donc c'est-à-dire, s'il n'y a pas de mort, s'il n'y a pas de problème d'hospitalisation, s'il n'y a pas plus de malades que d'habitude, pour quelle raison faudrait-il confiner les Français ? Je ne vois qu'une réponse politique, à savoir une peur qui est exacerbée, des gens qui ont peur de quelque chose, des médias qui jouent le jeu de la peur et du virus tueur en montrant certaines images, et ensuite le politique qui répond en disant « je vais prendre soin de vous d'une manière… » Comment j'ai vécu cette période de 3 ans? Comme nous tous, c'est une période traumatisante. Et qu'on pourrait se dire c'est pas grave, c'est fini et tout va très bien, Madame la Marquise. Sauf qu'il n'en est pas ainsi, que la volonté de nous vacciner de façon chronique et pour toutes un tas de maladies, c'est-à-dire qu'on voit bien que c'est en train de se décliner. Avant, c'était maladies infectieuses et puis maintenant, ça va être le cancer, le diabète. Donc, on est vraiment sur un changement qui fait que on voit que l'ARN messager a pris une place très conséquente dans nos sociétés et il convient désormais de revoir tout notre système de santé, toute notre façon de soigner à l'aune de ces injections répétées d'ARN messager. À partir de quand ou de combien de cas vous allez commencer à ouvrir des enquêtes, demander des comptes au laboratoire? Mais malheureusement, il y a des effets qui sont irrémédiables. Il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui ont eu des effets, des handicaps. Vous citiez le reportage d'Arte. Effectivement, on voit des gens qui sont amochés à vie en raison de ces vaccins. Maintenant, on a des gens qui mettent en contact des donneurs et des receveurs de sang, mais de sang pur, de sang sûr, au sens safe, d'accord, non vacciné, c'est-à-dire de non vaccinés. Thèse proto-raciste en fait, qui date de la fin du XVe siècle, au moment de l'Espagne de la Reconquista, quand Et il revient à ça. la limpieza des sangrés, c'est-à-dire la pureté du sang. Ouais. Et là, on se dit, mais qu'est-ce que ça vient foutre là? Ça s'appelle sang pur de chaque côté, mais il n'y a absolument aucun rapport entre les deux. Mais du coup, j'ai eu la curiosité de taper sur Google sang pur religion pour savoir ce qui sortait. Bon, là, on comprend très bien comment Rudi Reichstad écrit ses articles. Il voit un mot qui l'intéresse, il tape sur Google, il tape religion, et c'est le premier résultat qui sort. Rudi Reichstad, c'est un peu le chat GPT humain, sauf que ces associations d'idées n'ont absolument aucun sens. Après ce petit trailer, avant de vous diffuser la suite de cette vidéo qui, vous l'avez deviné, sera 100% actualité, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'introduction pour le coup de notions astrologiques comme on peut le faire par ailleurs dans d'autres chroniques astro-actualité. C'est un petit peu notre marque de fabrique maintenant depuis de nombreuses années, donc je voulais justement vous délivrer un petit peu l'état d'esprit qui m'anime, la philosophie qui m'anime pour produire ce type de compilation, ce type de vidéo. La première, si vous tendez bien l'oreille, à l'instant, vous venez d'entendre Pierre Chaillot qui vous parle de ChatGPT humain pour qualifier les fameux fact-checkers. Donc si vous vous en souvenez, je sais que
avec le nombre de vidéos que les gens regardent, au bout d'un moment, on ne se souvient plus de qui a dit quoi. Mais si vous vous souvenez, nous avions vu lors de la précédente capsule qui concernait le serpent de mer des retraites face au ChatGPT, nous avions effectivement mis le doigt sur le fait que les fact-checkers et de manière générale tous les médias mainstream qui délivrent à longueur de journée des mensonges à ne plus savoir quoi en faire, donc c'est une manière de préparer les esprits, c'est une manière de conditionner les gens à l'arrivée de l'intelligence artificielle et du ChatGPT. Alors quand je dis l'arrivée, qu'on s'entende bien, hein, l'intelligence artificielle ça existe depuis un petit moment, mais quand je dis arriver, c'est-à-dire arriver en trombe, arriver en force. Et d'ailleurs vous avez sous les yeux une capture écran des déclarations d'Elon Musk, le patron de Tesla et SpaceX, ainsi que des centaines d'experts réclament une pause dans l'intelligence artificielle évoquant des risques majeurs pour l'humanité. Elon Musk réclame une pause sur les intelligences artificielles plus puissantes que ChatGPT 4 face aux risques majeurs pour l'humanité. Je vais vous ajouter dans la partie description un commentaire épinglé, le lien afin que vous puissiez accéder à cet article de Capital. À la lecture de la publication, vous verrez à quel point il fait écho avec le travail qu'on a produit il y a maintenant un mois. Maintenant cette déclaration d'Elon Musk, donc il faut faire très attention puisqu'on a l'impression qu'Elon Musk, on nous fait passer pour quelqu'un de dissident, alors qu'en fait c'est quelqu'un qui est pour le transhumanisme et c'est quelqu'un effectivement qui développe Neuralink notamment, etc., etc. Donc tout ça, ça nécessiterait effectivement de produire une capsule en entier, mais il faut faire très attention de ne pas se laisser avoir parce que j'entends beaucoup d'intervenants donc accorder comme ça un petit peu le bon Dieu sans confession à Elon Musk parce que effectivement il devient le nouveau propriétaire de Twitter et qu'il veut donner plus de liberté, mais de l'autre côté, donc là vous voyez effectivement il fait une déclaration et on va dans ce sens-là, j'abonde complètement dans le sens de sa déclaration, mais à mon avis c'est plus pour donner le change parce que c'est quelqu'un qui est au contraire pour l'avancée de toutes ces nouvelles technologies. Je ne peux pas croire l'inverse quand on voit tout ce qu'il produit au niveau du transhumanisme, tout le développement qu'il fait autour de Neuralink et aussi des dommages collatéraux que ça peut produire. Tiens, je vous mets une capture écran par rapport notamment aux expériences sur les animaux. Et pour conclure, parce que cette vidéo est déjà assez longue comme ça, donc je ne vais pas m'éterniser beaucoup plus, je voulais tout simplement vous faire passer comme message qu'il est possible, comme je le faisais d'ailleurs du reste sur Odyssée, que je publie sur cette chaîne-là des vidéos de réinformation, donc purement de réinformation, sans forcément apporter ma touche, entre guillemets, astrologique ou apporter mon commentaire. Mais ce sera à vous, bien sûr, d'avoir l'œil aiguisé et de voir en fait quel message sous-jacent je veux vous faire passer. Alexandra Henrion-Caude, bonjour, Les apprentis sorciers. J'espère que ce livre aura un grand écho. J'espère que vous serez invité partout pour qu'on entende votre voix et que vous puissiez défendre vos arguments. Je l'espère, mais je ne suis pas sûr que vous soyez invité sur France Inter, chez Léa Salamé, chez Quotidien, chez tous ceux qui ne veulent pas entendre ce que vous écrivez dans votre bouquin. Mais nous vous avons entendu et vous allez pouvoir développer ces arguments. Vous êtes lauréate du prestigieux prix Eisenhower Fellowship aux États-Unis en 2013. Vous avez dirigé plusieurs équipes de recherche en génétique à l'hôpital Trousseau puis à Necker en tant que directrice de recherche de l'INSERM. Vous avez découvert l'implication de l'ARN dans différentes maladies génétiques de l'enfant et vous avez révélé l'existence des ARN mitomères qui servent aux régulations fondamentales de la cellule. Tout ça pour vous dire que je ne suis pas sûr de comprendre tout ce que je viens de lire, mais tout ça pour dire que vous savez de quoi vous parlez. Bon. Et que dites-vous ? Votre bouquin est un réquisitoire contre le vaccin. Un réquisitoire. Donc, moi, je n'ai pas d'avis. Comme toujours, je passe mon temps à dire que je n'ai pas d'avis. Mais j'écoute, je donne la parole forcément à ceux qui ont des avis sur ce sujet. Je l'ai dit il y a 2 secondes. Est-ce que le vaccin a stoppé l'épidémie ? Écrivez-vous ? Non. Je pourrais dire, il l'a peut-être quand même freiné. Stoppé, non, mais freiné. Est-ce que le vaccin empêche d'attraper le Covid ? Non. Il l'empêche peut-être pas à 100%, mais il l'empêche peut-être un peu. Est-ce que le vaccin empêche d'attraper à nouveau le Covid ? Non. Est-ce que le vaccin empêche d'infecter les autres ? Alors ça, manifestement, pas du tout. Est-ce que le vaccin empêche de mourir du Covid ? Vous dites non. Mais là encore, moi j'entends que pour les cas graves, il a été utile. Pour les cas, pour certains cas, il a été utile. Votre réponse ?
D'abord, j'aimerais vous remercier de m'accueillir sur ce plateau. Cela fait effectivement 3 ans que j'ai, hélas, été un personnage public dans cette triste crise. Et donc, au bout de 3 ans, venir ici, c'est pour moi... voilà, donc je vous remercie de m'accueillir. Pour répondre à votre question... nous avons quand même, il ne nous a pas échappé que la dialectique de ce drapeau de solution qu'était le vaccin a changé quelque peu de forme un certain nombre de fois. Et donc, on nous a raconté qu'il fallait protéger les autres, et on se vacciner, etc. Le dernier bastion sur lequel on est, c'est effectivement, est-ce que ça protège des formes graves ? J'ai envie de dire... Mais vous avez raison de dire que c'est le dernier bastion, d'ailleurs. Comment ? Vous avez raison de dire que c'est le dernier. Oui, jusqu'à ce qu'ils en sortent un autre. Mais pour le moment, c'est le dernier. Et j'ai envie de dire, ma réponse va être un petit peu curieuse pour vous, j'ai envie de dire, j'ai envie de le laisser croire aux gens. Parce que sinon, il y a quelque chose de désespérant à s'être fait vacciner. Parce qu'effectivement, si on s'aperçoit que ça ne servait absolument à rien. Après, les faits, bien, ils sont dans mon livre. On voit bien les augmentations de décès sur l'année 2021-2022 dans les bases de données vaccinales d'observation des effets indésirables. Et en fait, d'habitude... C'est-à-dire qu'il y a plus de morts liées au vaccin. C'est-à-dire que non seulement vous dites ce vaccin ne sert à rien... Je vais rester extrêmement prudente parce que je vous dis, je préfère que les gens gardent cette idée en tête. Mais en plus, il est... facteur de davantage de morts, c'est ce que vous dites. C'est-à-dire que ce que je dis, c'est qu'on a une augmentation d'après la base de données, par exemple américaine, qui ne répertorie que les effets indésirables des vaccins. Et donc, en fait, vous notifiez si vous avez eu un problème ou autre post-vaccinal dans cette base de données qui s'appelle le VAERS, Vaccin Adverse Effect, donc américaine. Et là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? C'est qu'on a une augmentation de 4800% des décès rapportés dans cette base de données. Oui, mais s'il y a eu plus de gens vaccinés, c'est peut-être normal. C'est-à-dire que là, tout le monde a été vacciné. C'est ce qu'on nous dit. C'est pour ça que... C'est logique. Oui, absolument. En France, combien de gens ont été vaccinés en France ? Combien de gens ont été vaccinés ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est le pourcentage. C'est pour ça que... Est-ce qu'il y a plus d'effets indésirables avec ce vaccin qu'avec un autre ? C'est ça la seule question. C'est pour ça que je ne vais pas aller dans le débat des chiffres. Mais non, mais vous savez, Pascal, que nous n'avons pas les chiffres. Vous savez très bien que vous êtes un non-vacciné à partir du moment où vous avez eu que 2 vaccins. Vous êtes un non-vacciné à partir du moment où vous êtes dans les 15 jours qui suivent votre vaccination. Alors, vous répondre à cette question, je ne vais pas me trahir mon souci de l'exactitude. Et donc, voilà, donc je laisse chacun se faire juge du fait qu'il y a une augmentation de 4800% des notifications de décès par an dans la base de données du VAERS par rapport aux 30 années précédentes. Voilà. Donc ça, c'est où ? C'est aux États-Unis ? Ça, c'est aux États-Unis. Alors, si seulement la NSM pouvait se faire garant de notre pharmacovigilance, ça serait merveilleux. La NSM, vous avez consulté, j'imagine. Il faut dire ce qu'est la NSM. Soyez pensez aux téléspectateurs. L'Agence de sécurité du médicament. Voilà. C'est pour ça que je préfère rester sur le VAS. Qui répertorie l'ensemble des effets indésirables et qui sont des données publiques consultables par l'ensemble des téléspectateurs. En tout cas, je crois que les enjeux, je vais vous dire, de ce que nous vivons, ils vont bien au-delà de est-ce que ça nous a gardé des formes graves ou pas. Chacun sera juge dans ceux qui nous écoutent. Et ceux qui ont perdu des proches post-vaccination du Covid-19 sont assez nombreux pour savoir ce dont je veux parler. Donc, vaut mieux clore le sujet, puisque je vous ai dit, j'accepte que psychologiquement, ils aient ce bastion. Après, la question, c'est est-ce qu'on peut parler de ce qu'il y a dans ce livre ? Parce que l'avantage de parler de ce qu'il y a dans ce livre, c'est que plus vite on regarde ensemble la même réalité, plus vite on va trouver des solutions à un certain nombre de victimes que vous avez d'ailleurs très gentiment et gracieusement, avec grande grâce, accueillies sur ce plateau. Bien sûr. Par exemple, les troubles menstruels sont désormais un chapitre important de la vie des femmes vaccinées. Ils concernent entre 10 et 65% des femmes vaccinées avec ou sans rappel, respectivement, selon le ministère de la Santé en Israël et selon une publication italienne dans Open Medicine. C'est ça. Alors, on oscille en juste... C'est pas grave, messieurs, vous n'êtes absolument pas concernés. Je suis totalement
On oscille entre 10% et 65% de troubles menstruels chez les femmes. Après vaccination. Après vaccination. Sur la base de... mais avec joie, je vous les donne. Les bases du ministère de la Santé d'Israël, cher monsieur. Mais donc effectivement... jamais les données françaises. Je comprends. Hein. Ah, ben parce que si elles étaient là... Mais il n'y en a pas. Non. Ben non. Les troubles menstruels, ils sont dans l'audition. Ils ont auditionné. Ça a été reconnu, mais voilà. Alors ils n'ont pas de chiffres. L'Agence des médicaments ne donne pas les données pour la France. L'ANSM n'a jamais, de ma petite et humble connaissance, n'a jamais été en mesure d'arrêter le moindre des scandales que Big Pharma a occasionné. Là, ça aussi, c'est dans mon livre. Précisément sur le sujet, là, madame. Si, à partir du moment où il y a pour moi un déficit dans le fait que nos impôts vont dans un organisme qui est censé défendre notre santé et qu'elle n'est jamais capable... Quels sont les éléments qui vous permettent de faire un procès? Tout simplement... Moi, je connais bien, je travaille avec eux. Donc, vous les accusez, je ne dis pas qu'ils sont parfaits, ni quoi que ce soit. Je n'accuse quels personne. Quels sont les éléments concrets pour les accuser? Parce que là, vous leur faites un procès assez grave. Oui, vous dites... Je dis que les instances ne nous ont pas protégés. Oui, non, donc, il faut étayer. Ne nous ont pas protégés. Pourquoi je me base là-dessus? Qui est-ce qui a lancé l'alerte sur le fait qu'il fallait arrêter AstraZeneca? Qui est-ce qui a lancé l'alerte sur le fait qu'il fallait arrêter de vacciner Moderna chez les moins de 18 ans? Qui est-ce qui a lancé l'alerte sur le fait qu'il fallait arrêter toute vaccination des moins de 50 ans? La France? Jamais. La France, vous savez, c'est ce pays extraordinaire où les nuages de radioactivité s'arrêtent. Donc effectivement, il y a quand même un côté un peu dernier bastion qui fait que, hélas... Je ne peux pas dire que dans cette crise, il y a eu aucune fois, il y a eu aucune fois où c'est l'ANSM par exemple a été la première à dire ouf, on a des myocardites, ouf, on a des troubles menstruels. Ouf, il faut arrêter les AstraZeneca parce que les thromboses. Et qu'à chaque fois, c'est les autres pays qui ont lancé l'alerte. Comme vous le savez, écrivez-vous, les virus mutent tout le temps. En juillet 2020, on avait déjà recensé plus de 15 000 variants. 15 000 variants du SARS-CoV-225. 15 000 variants, donc là, moi, je ne savais pas ça. Des variants qui compromettent la spécificité des tests PCR comme celle des anticorps. Autrement dit, le vaccin nous fait produire des anticorps périmés face aux nouveaux variants. C'est ce qui est arrivé avec Alpha, Beta, Gamma, Delta, Omicron, N-Family. Ce n'est pas moi qui le dis, mais le patron de Moderna. Mais pourquoi à ce moment-là, si c'est tellement évident ça, pourquoi tout le monde ne se range pas? Pourquoi le conseil scientifique? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Par exemple, Robert Sebag. Vraiment, j'ai confiance en lui en 100%. Je l'aime beaucoup, c'est un homme de grande qualité, c'est un homme merveilleux, etc. Il est à la salpêtrière, etc. Et puis, il n'est pas corrompu. Disons les choses. Il est juste en conflit d'intérêts, mais il n'est pas corrompu. Il ne serait pas content si vous entendiez. Non, parce mais que il m'entendra. C'est pas vrai. Bon. Mais lui, il n'est pas. Il me dit, le vaccin, Pascal, ça marche, Philippe. Pardon. Et oui, c'est bon. On dit que quelqu'un est en conflit d'intérêt et on laisse passer comme ça. Oui, donc il n'est pas en. D'ailleurs, il n'est pas en conflit. Écoutez, je ne l'ai jamais entendu dire qu'il ne l'était pas. Donc moi, j'ai la joie. J'ai la joie de le dire. D'ailleurs, on peut l'appeler Robert Sebag. Je le dis à Marine Lançon. Bon, je le salue. Pourquoi tout le monde n'est pas si ce que vous dites là, ce que je viens de dire, vous dites. Le vaccin nous fait produire des anticorps périmés face aux nouveaux variants. Ça, c'est clair. C'est clair. Bon, si c'est le cas, moi, je suis incapable d'avoir un avis là-dessus. Mais si c'est tellement évident... Pourquoi est-ce qu'on se vaccine à ce moment-là? C'est quoi le but? Mais il ne faut jamais se vacciner. Non, mais c'est quoi le but? Puisque le vaccin contre la grippe... Non, ça n'a rien à voir. Bien évidemment, le vaccin contre la grippe, chaque année, le vaccin contre la grippe, il est fait grâce aux souches précédentes. Expliquez, parce que je vous assure, je comprends rien, en fait. Bien évidemment. Le vaccin contre la grippe, il n'est pas périmé. Le vaccin contre la grippe, chaque année, il n'est pas périmé. Donc, vous connaissez tous des vaccins ARN messager. Non, mais le vaccin qui est donné à la population française, le vaccin qui est donné à la population française... Avec les autres vaccins ou pas? Non, mais il y a une autre vaccin ou pas? Non, mais le vaccin. Les vaccins ARN messagers ont un fonctionnement qui n'a juste rien à voir. Pourquoi? Parce qu'ils donnent un petit élément de séquence. Mais vous posez une. Mais non, parce qu'en fait, mon sujet n'est pas là-dessus. Il est sur les vaccins ARN messagers. Je ne suis pas en train de revoir. Mais écoutez, cher monsieur, est-ce que vous voulez qu'on avance? On n'a pas beaucoup de temps. Et je vais vous dire une chose, il y a un enjeu derrière. Vous savez quel est cet enjeu? Ça fait 540 jours que des gens crèvent de faim.
véritablement, n'ont pas les moyens de payer leur loyer, parce que ça fait 540 jours qu'ils ne peuvent pas travailler, qu'ils n'ont pas de chômage et qu'ils ne peuvent pas reprendre un travail. Et tous les droits d'auteur de ce livre vont pour eux. Alors oui, je pense que je peux parler autre chose que du vaccin contre la grippe, si vous voulez bien. Surtout qu'on est sur un enjeu sociétal majeur. Je veux que vous répondiez à ma question. L'ARN messager vous donne un petit bout de séquence qui rentre dans votre corps sans qu'on sache à quel moment il va en sortir. Hélas. Qu'est-ce que cela fait ? Cela fait qu'il y a évidemment une espèce d'homogénéité génétique que nous tous récupérions un petit bout de séquence qui est trafiqué, puisqu'on sait maintenant, c'est un secret de polichinelle pour personne, j'espère que je n'offusquerai personne, sur le fait que le SARS-CoV-2 était un produit de laboratoire. Donc on se retrouve avec cette petite séquence qui est une séquence commune. Vous avez vu un petit peu, vous avez été admiratif sur le nombre de variations. Autrement dit, nous appauvrissons notre patrimoine génétique en le rendant vulnérable par une séquence qui est totalement trafiquée et que nous allons tous partager puisque les chiffres sont là, qui sont assez impressionnants du nombre de vaccinations. Et on ne s'est posé aucune question, comme vous le dites. Comment se fait-il qu'on ne se soit pas posé les questions ? Je n'en sais rien. C'est à vous, chers journalistes, de faire votre travail. Moi, j'en sais rien. Vous dites produits trafiqués. Là, il y a deux versions. Ouais. Et il y a la version qu'effectivement, il y avait des essais en laboratoire et qu'il est sorti du laboratoire, mais qu'il y avait comment dire, que c'était quand même quelque chose de naturel que ce virus. Et quand vous mais quand vous mettez l'idée que ce soit trafiqué, c'est que c'est l'idée du professeur Montagnier qu'en plus il y avait qu'il était une manipulation fabriquée. Faites attention parce que là, pardonnez-moi, qu'il sorte du laboratoire, qu'il soit trafiqué. Alors vous reprenez décembre 2022. C'était Nature Science, qui est quand même un journal, et qui dit que la totalité de la communauté des virologues s'accorde pour dire que l'hypothèse d'une origine animale du virus est presque nulle. Mais non, le professeur Lina dans Le Parisien avant-hier... Je vous le dis, mais je vous dis Lina, c'est pas n'importe qui. Je vous dis ce que Nature Science dit. Oui, mais... Écoutez, je ne connais pas ce professeur. Le professeur Lina, je ne connais pas ce qu'il dit, donc j'en sais rien. Je vous dis, les articles scientifiques. Entendez ce que je dis. Le professeur Lina, il a donné une interview dans Le Parisien cette semaine. Moi, je préfère Nature ou Science. Oui, mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est un virologue de haut niveau qui est intervenu toujours et tout le temps durant la crise. Nous sommes d'accord. C'est tout. Moi, je suis là pour apporter la contradiction. Qu'est-ce qu'il a dit alors ? Il a dit qu'il n'y a pas de preuve. J'ai toujours dit qu'on n'aurait jamais la preuve. C'est pour ça que c'est une hypothèse presque nulle. Il penche plutôt que ça vient de l'animal, mais qu'effectivement, il y a une fuite du laboratoire. Mais il penche plutôt pour cette analyse. C'est une exception et il n'est pas dans le consensus actuel scientifique. Ce qui n'est pas grave. Parce que moi, vous savez... Revenez maintenant sur l'ARN messager. Moi-même, je n'ai pas été dans le consensus pendant 3 ans. Revenez sur l'ARN messager. C'est-à-dire que l'ARN messager, pour vous, vaccin ARN messager, c'est toxique, si j'ai bien compris. Alors, déjà, en fait, ce qui est intéressant, et c'est ce que je raconte un petit peu dans mon livre, c'est tout l'historique, en fait, de ces développements de vaccins ARN messager qui étaient en échec, en cuisant échec depuis 20 ans. C'est-à-dire que jamais on dépassait la phase 2 des essais cliniques, ce qui montre que quand même ça ne marchait pas super bien, parce que parallèlement, des médicaments à base d'ARN ont pu être développés. Ça, je m'appuie notamment aussi sur le professeur, sur le patron de Pfizer, Bourla, que je cite, en disant nous n'avons jamais vu, quand ils sont venus avec la solution d'ARN messager, j'étais tout surpris parce que je savais qu'aucun vaccin ni médicament n'avait jamais été développé à base d'ARN messager. Donc c'est un secret de polichinelle pour personne, encore une fois. Donc on va sur cette technologie, et cette technologie pose énormément de questions. Parce qu'effectivement, d'abord, elle n'a jamais montré son efficacité, et finalement, on en fait les frais aujourd'hui. Et par ailleurs, elle pose des questions éthiques absolument majeures.
notamment du fait que la diversité génétique est très importante. Vous voyez comme on n'arrête pas de muter les uns et les autres, et qu'on a une mutation toutes les 1000 lettres qui changent les uns et les autres. Donc c'est quelque chose, une complexité extraordinaire, et ça aussi j'en parle dans mon livre parce que je suis admirative de toute cette diversité. Et là, on va donner la même séquence à tout le monde qui ne va pas bouger. C'est embêtant. Vous Ça pose des écrivez questions. Pfizer, BioNTech, Moderna, les grandes entreprises à l'origine des 3 vaccins les plus utilisés dans la lutte contre le Covid-19 ont réalisé des bénéfices records de $1000 par seconde en 2021. Plus largement, les bénéfices annuels de ces entreprises sont estimés à 34 milliards de dollars avant impôt, ce qui représente plus de $1000 par seconde, 65 000 $ à la minute, 93 millions de dollars par jour. Bon, d'accord, qu'eux aient intérêt à. Ah oui. Mais pourquoi Oui, non, mais c'est pas moi qui le relève, c'est l'Oxfam. Pourquoi les gouvernements? Pourquoi? Quel mobile? Mais moi, je ne réponds que à ce à quoi je peux répondre. Je ne vais pas répondre pourquoi les gouvernements. La suspicion sur beaucoup de choses, quand même. Excusez-moi. Non, c'est des faits. Non, que la NSM n'ait pas sorti des alertes, je suis désolée, ça vous offusque. Mais c'est la vérité, c'est des faits. Moi, je reste sur les faits. Et à votre avis, les conséquences, parce que n'est que sur des faits, et je cite toutes mes sources. Ce qui permet à chacun d'avoir sa propre analyse. Madame C'est ça qui est fort. moi, je suis vacciné, mes enfants sont vaccinés, mes amis sont vaccinés, etc. Tout le monde est vacciné ici, on n'a aucun problème. Oui. Gérard Carreau est vacciné, Marie-Estelle est vaccinée. On est deux. Je veux dire, là, vous me faites peur, mais moi, on n'a rien. Alors, je ne sais pas de vous faire peur. Non, mais c'est quoi les conséquences? C'est pour ça, d'ailleurs, j'ai dit c'est quoi les conséquences? Par exemple, pour nous, aujourd'hui, qu'avons été vaccinés il y a 3 ans, il n'y a plus de conséquences. Les conséquences, possibles, ou pas? de la même façon que j'ai répondu tout à l'heure, oui, les conséquences, au-delà des chiffres sur lesquels je n'ai pas envie d'aller. Non, mais dites-moi, si moi je risque quelque chose, alors que je me suis fait vacciner il y a 3 ans. C'est une question qui mérite d'être posée quand on voit simplement que la répétition, et ça c'est l'Agence du médicament européen qui avait alerté très tôt, en disant la répétition des injections met à risque d'infection, mais les gens à risque d'infection. D'accord. C'est l'Agence du médicament européen qui a alerté en disant attention quand on fait trop. Oui, mais alors qu'est-ce que je peux avoir? C'est-à-dire que des risques d'infection, par exemple. Et puis les gens. Mais vous n'êtes pas vacciné, par exemple? Alors moi, je ne réponds jamais à cette question. Pourquoi? Parce que par secret médical, je trouve ça tellement merveilleux de ne pas vous répondre. Non, c'est pas trop facile. C'est pour cela que mes droits d'auteur vont au suspendu parce qu'ils ont refusé de bafouer ce secret médical. Pour vous, ça veut rien dire. Pour quelqu'un qui est malade. J'ai aucun problème à dire, j'ai été vacciné, effectivement. Mais parce que peut-être que vous êtes en bonne santé, vous avez beaucoup de chance. Vous savez, si vous aviez des troubles de la prostate, je ne suis pas sûre que vous aimeriez que tout le monde le sache. Bon, je ne suis pas sûre que vous aimeriez que je vous demande à quand remonte votre dernier toucher rectal. Il y a des moments où, effectivement, le secret médical, le secret médical. Je souhaite qu'on n'entre pas, effectivement. Surtout qu'on est au petit déjeuner. S'il faut parler du toucher rectal, maintenant, c'est formidable. Je souhaite qu'on n'entre pas dans ces considérations. Bon, dites-moi, répondez-moi. Je pense aux gens qui nous écoutent. Je pense aux gens qui nous écoutent qui sont inquiets. Ceux qui se sont fait vacciner, qui n'ont pas eu d'effets indésirables, est-ce qu'ils peuvent en avoir les prochaines années? Vous m'avez répondu, c'est une bonne question, on n'en sait rien. Mais je peux avoir plus d'infections. En tout cas, non, ce que je peux répondre, c'est par le New England Journal of Medicine. À partir du moment où on est passé en négativité de l'efficacité de la réponse immunitaire, les risques sont importants. Notamment, les autres questions qu'on se pose, c'est sur ces fameux turbocancers qu'on a vus autour de nous. Qui n'a pas vu des gens où on leur disait... C'est un cancer qui va... C'est un cancer qui va à fond. Mais je suis d'accord avec vous, moi je suis frappé par ça aussi. Ah bah voilà. Et puis pareil, les morts subites, etc. Vous voyez des gens qui tombent comme ça. C'est quelque chose que je n'avais jamais vu. Je n'ai jamais vu. La professeure d'un de mes enfants... Madame Orion-Caude. C'est des choses que je n'ai jamais vu. Bon, je n'ai que 50 ans. Je suis d'accord avec vous. Des gens du sport me disent ça. Des pharmaciens me disent ça. Donc nous sommes à risque. Des médecins... Donc nous sommes à risque. Des médecins me disent je ne fais plus de pharmacovigilance, il faut 3 quarts d'heure pour faire le papier. Je n'ai jamais vu dans mon cabinet autant de gens qui ont des effets indésirables. Mais tout ça, ce que je dis là, je le rapporte parce que c'est vrai, mais c'est pas des études.
C'est pas des études. C'est pas des études. Je vais juste dire une chose. J'ai reçu Mélodie il n'y a pas longtemps de Où est mon cycle. Et même moi, en consultation, les femmes, alors que je suis psychologue, elles me disent mais ma vie sexuelle, ma vie de femme, elle est bouleversée. Soit ménopause précoce, soit j'ai des règles noires hémorragiques. Soit je saigne en permanence. Je saigne en permanence. J'ai mes règles tous les 10 jours. Et il y en a énormément. Et ça bouleverse leur vie. Et on a obligé des jeunes femmes de 15 ans pour continuer à faire du sport, à se vacciner. Peut-être qu'elles ne pourront pas avoir de bébé. Et c'est là où je reviens avec ce livre, parce que ce livre, si on accepte de regarder le verre à moitié vide, à moitié plein, en disant bon, l'autre Henrion Caude, elle est con, elle dit il est plein d'eau, mais l'autre il sait qu'il est plein d'air. À ce moment-là, on va travailler ensemble et on va trouver des solutions, parce qu'il ne se peut pas qu'on ne trouve pas des solutions. Donc moi, je veux rester positive en disant. Mais ils ne voudront pas vous écouter parce qu'ils sont allés trop loin. Si votre thèse est juste, c'est un scandale d'État, c'est le plus grand scandale d'État du XXIe siècle. Pardonnez-moi de le dire comme ça. C'est même plus un scandale d'État. Je suis restée sur les faits. Bon. Je peux vous apporter un autre témoignage quand même, parce que dans mon entourage, j'ai 3 ou 4 personnes qui ont perdu leurs parents, qui n'étaient pas vaccinées du Covid. Vous n'avez que 3 ou 4 personnes, vous avez de la chance. Madame, respectez, je respecte ce que vous dites. Vous respectez ce que je dis, si ça ne vous dérange pas d'avoir une question. Qu'est-ce que vous dites à tous ces gens qui ont perdu leurs parents du Covid, qui n'étaient pas vaccinés, à qui les médecins ont dit... C'est pas moi, ce sont les médecins. On dit, s'ils avaient été vaccinés, ils auraient eu plus grande chance de vivre, ou tout au moins de vivre plus longtemps. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Ce sont des témoignages, je peux vous en apporter. Bon. Je leur réponds que écoutez, je suis désolée que je m'associe à leur peine. Oui, voilà. je voudrais simplement... Michel Mouly était là hier avec nous. Il nous écoute. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Michel Mouly était là avec nous hier, il est cancérologue. Cher Pascal, c'est une réalité de mon quotidien. On ne nous a pas écoutés sur les troubles des règles. Réalité au quotidien. Nos patientes paniquaient. Consultation de femmes angoissées. Il dit, patiente que j'ai opéré d'un cancer du sein où tout allait bien il y a 8 ans, du jour au lendemain, elle a eu des métastases partout. C'est illogique. Je ne conteste pas, moi. Mais moi, c'est des médecins. Je suis d'accord avec vous. Bon, pardonnez-moi. Je vous donne d'autres témoignages. Mais c'est votre... Il y a un scandale. Non, mais c'est pas des témoignages. Pardonnez-moi. Non. Ce que dit tout à fait madame. Il y a un scandale. Je suis désolé de vous le dire. La décision de vacciner l'ensemble de la population n'est pas une décision scientifique, c'est une décision politique. Bien c'est sûr. Effectivement une décision politique, puisque normalement, lorsque l'on donne un traitement à un patient, il faut étudier toujours la balance bénéfice-risque. Or, cela n'a pas été le cas. Je vais donner la parole à Marie-Estelle Dupont, parce qu'elle est venue pour nous parler des jeunes et qui sont en difficulté. C'est peut-être lié d'ailleurs au Covid et au vaccin. La mise en place d'un vaccin en temps normal, en général, il faut une bonne décennie avant qu'un vaccin soit mis sur le marché. Pourquoi ? Parce qu'en temps normal, après l'étape de la recherche, viennent les expérimentations sur les animaux, puis sur les hommes. Cette étape est celle des essais cliniques qu'on appelle des phases. Il y en a 3. À chaque étape, on affine la recherche et on ajoute des participants afin de garantir la sécurité des futurs utilisateurs du vaccin. Ça, c'est vrai. Et là, on a fait ça en... Écoutez, je pense que c'est un sujet... Alors, tout à l'heure, je disais, est-ce que vous êtes invité derrière, Est-ce qu'on va vous inviter sur France Inter ? J'espère, en tout cas, je leur ai fait des gentilles dédicaces. Oui. Mais ce que je trouve extraordinaire, la liberté d'expression n'a pas de prix. C'est ça. Bon, moi, j'invite tout le monde. La limite de notre plateau, c'est que j'aurais dû avoir quelqu'un avec vous qui puisse argumenter. Voilà. Moi, je ne peux pas. Ouais. Et bon, bien sûr. Mais je m'aperçois que les gens ne veulent pas non plus forcément parler avec vous. C'est ça qui est aussi compliqué. Donc, on est dans cette impasse et moi, je soumets aux uns et aux autres ce que vous dites. Et puis, voilà. Mais sur les cas graves, peut-être que ça marche. Oui. Peut-être que ça marche. En tout cas, vous n'arrivez pas à me montrer à l'issue de cette discussion que le Covid ne marche pas contre les formes graves. J'ai commencé à vous dire, je ne souhaite pas vous le démontrer. Et on avait un je ne souhaite pas parce que psychologiquement, ce qui m'importe, c'est que les gens aillent bien. Oui. Et je ne souhaite pas faire traiter le mal de la peur qu'on nous a fait par la peur. Donc effectivement, j'essaye d'être... Oui, mais vous répondez encore pas à la question. Bon, Marie-Estelle, et c'est une conséquence, parce que je voulais que vous soyez là, Marie-Estelle, ce matin. Clair. C'est la une, montrez-moi la une du Point. Parce qu'effectivement, moi je pense que le Covid, c'est un drame. Je suis là, drame. Un drame, les conséquences économiques, sociales, psychologiques. Adolescents, état d'urgence. Et je pense que tout ça, c'est lié au Covid. On a empêché les gosses de faire du sport. Ça m'a rendu fou. La généticienne Alexandra Henrion-Caude vient tout juste de sortir un livre baptisé « Les apprentis sorciers » dans lequel elle critique les vaccins ARN contre le Covid. Bien entendu, elle s'est tout de suite attiré les foudres de personnalités médicales comme le médecin de plateau Michel Simès ou l'exilé fiscal Laurent Alexandre, ancien propriétaire du site Doctissimo. La classe mondiale. Tous deux ont bénéficié d'une tribune sur RTL pour tirer à boulet rouge sur Alexandra Henrion-Caude et son livre.
C'est incompréhensible pour moi. Son itinéraire est incompréhensible. Elle relaie toutes les thèses complotistes les plus éculées. Ces thèses plaisent au public complotiste, mais c'est assez scandaleux. C'est un véritable scandale. Il n'y a aucune éthique de la part d'un certain nombre de médias pour inviter ce genre de gens. Et cette personne dont vous parlez, il faut arrêter de donner la parole à ces antivax qui font un mal fou à la médecine en France. Alors j'aimerais juste dire à Monsieur Simès, comme à Laurent Alexandre, que contrairement à ce qu'ils disent sur mon torchon, et s'ils veulent pas lire le torchon, moi je les invite, parce que je comprends, ils font une réaction à alexandrite aiguë, et c'est peut-être très dangereux, c'est très grave. Et peut-être létal, et peut-être qu'il n'y a pas de vaccin à ARN messager contre l'alexandrite. Alors à ce moment-là, chers collègues, je vous incite à prendre simplement les notes de mon livre et à cliquer sur la totalité des références de mon livre, car vous ouvrirez à chaque fois des références auxquelles vous devriez vous référer, puisque c'est ou l'OMS, ou Pfizer, ou le CDC, qui est l'organisme américain. Et à ce moment-là, on arrêtera de mettre des étiquettes, parce que quand on a des références, comme j'ai mes références, on ne peut pas dire ni anti-vax, ni complotiste. Thomas Pesquet attaque Alexandra Orion-Caude. Quand j'ai ouvert mon ordinateur ce matin et que je me suis mis sur Twitter, le premier tweet en tête était celui-là. C'était déjà assez étrange puisque je ne suis pas abonné à Thomas Pesquet. Tiens, je suis bloqué par cette personne, Alexandra Orion-Caude, que je ne suivais pas, qui ne me suivait pas, avec qui je n'ai absolument jamais interagi d'une quelconque manière, ni sur Twitter ni ailleurs. Et donc j'ignorais l'existence jusqu'à hier. Pourquoi ce blocage préventif, à votre avis ? Question oratoire, parce que la réponse est dans la question. Dans une certaine mesure, Thomas Pesquet a l'air d'affirmer que lui, en tant qu'astronaute et scientifique, pourrait peut-être apporter des contradictions à Alexandra Orion-Caude. Voilà, en quelque sorte, ce que l'on comprend de ce tweet de Thomas Pesquet. Comme je vous l'ai dit, c'est très étrange. Il était en tête de mon fil Twitter, comme une belle publicité, comme un article en tête de gondole. Première bizarrerie. Je me rappelle des Barbouzes. Vous trouvez pas ça bizarre ? Bizarre. Je m'y connais en bizarre. Non, pas bizarre, disait Francis Blanche. Oui, ça sent un peu la barbouzerie. Alors, quand on va voir un petit peu plus Thomas Pesquet, on s'aperçoit qu'il possède 1,4 million de followers sur Twitter. Alors ça là s'appelle évidemment un leader d'opinion. Et Emmanuel Macron raffole de ces leaders d'opinion. Ont-ils choisi Thomas Pesquet pour porter l'estocade contre Alexandra Orion-Caude ? C'est ma première hypothèse. Alors on va d'abord essayer de réfléchir, qu'est-ce que c'est qu'un leader d'opinion ? Eh bien c'est quelqu'un qui peut toucher un certain public. Alors parfois la niche est toute petite, pensez par exemple à ce personnage Robert Hue, très à l'aise avec Emmanuel Macron, et pour cause, il l'a soutenu pendant la campagne électorale de 2017. Oui, le communiste Robert Hue. En ce moment, je pense que Robert Hue est très fier de ce président qu'il a soutenu avec la réforme des retraites. Lui, qui était communiste, proche de la CGT, la retraite à 64 ans, ça doit lui parler quand même à Robert Hue. Vous sentez un petit peu l'ironie. Après, on peut évidemment choisir des niches pour les jeunes. On pense par exemple à Nabila. Allô, t'as pas voté pour Emmanuel Macron ? Eh oui, Nabila a soutenu Emmanuel Macron. Leader d'opinion sur un segment. Vous avez aussi d'autres youtubeurs qui ont soutenu Emmanuel Macron. On pense à Carlito et McFly. Sur la photo, la question que je me pose, quel est celui qui est le plus bizarre ? Je ne crois pas que ce soit Carlito et McFly. Voilà. Donc, ce sont des leaders d'opinion. Macron aime bien ça. Il segmente l'opinion et il cherche à chaque fois donc un leader pour convaincre les gens. Thomas Pesquet avec 1,4, c'était évidemment très tentant. Alors Thomas Pesquet est-il pour autant macroniste ? Eh bien écoutez, on ne peut pas faire 2 pas sur Internet sans rencontrer ce genre de photos. Emmanuel Macron a toujours été derrière Thomas Pesquet. Et lorsqu'on lit les reportages consacrés aux 2 hommes lorsqu'ils sont ensemble, eh bien on découvre aux surprises que Thomas Pesquet est un soutien du président de la République.
On a bien compris la barbouzerie. Il est utilisé, parce qu'il a un capital sympathie important auprès des Français, pour casser la notoriété d'Alexandra Henrion-Caude. Lorsqu'on regarde son tweet, cela semble une évidence. Il ignorait l'existence d'Alexandra Henrion-Caude. Comment peut-il l'ignorer? Dans la mesure où elle est numéro 1 des ventes. Lui-même a écrit un livre, il doit regarder les ventes, il doit savoir qui est Alexandra Henrion-Caude. Elle était chercheuse au CNRS, c'est quand même une chercheuse réputée. Elle est dans la presse, je veux bien croire qu'il passe son temps dans les étoiles, mais il y a quand même des limites. Et lorsqu'on fouille un petit peu son compte Twitter, on s'aperçoit, par exemple, qu'il like ce genre de personnage, alors par exemple, Harry Kutz, qui a voulu débunker, lui qui n'a ni les compétences ni l'honnêteté, le livre d'Alexandra Henrion-Caude. Et bien voilà, Thomas Pesquet est pris en flagrant délit de mensonge. Et puis il y avait aussi quelque chose d'assez étonnant. Il ne la connaissait pas. Je sentais qu'il fallait que je cherche. Eh bien j'ai trouvé sans trop de difficulté, en 4e ou 5e position, sous les tweets de Thomas Pesquet, et ça ne change pas, on sent que c'est vraiment placé là. Eh bien, on découvre un fast-checker. Alors, j'ai bien dit fast, j'ai pas dit fac. Fast, c'est celui qui va vérifier très rapidement auprès d'Olivier Véran le narratif officiel. J'ai nommé évidemment Julien Pain. On la connaît bien, nous. Ah, Thomas Pesquet, il a travaillé en binôme avec Julien Pain. On la connaît bien, nous, si vous voulez en parler. Ici, un petit portrait qu'on avait fait pour Vrai ou Fake. Vous constatez que Vrai ou Fake, c'est France Info. France Info, c'est bien le service public. Comment se fait-il que le service public, payé, gavé de notre argent, puisse produire ce type de reportage? C'est un reportage de type stalinien, entièrement à charge, avec un narratif très clair. Il faut faire passer Alexandra Henrion-Caude pour une sorte d'illuminée faux-folle. Est-ce que Julien Pain donne la parole à Alexandra Henrion-Caude? Non. Est-ce qu'il parle de ce qu'elle a fait, ce qu'elle a écrit, notamment au niveau de la réinformation? Non. Il utilise des éléments personnels, c'est-à-dire des arguments ad nominem. Quand vous faites cela, eh bien vous n'êtes pas un journaliste, vous êtes un petit propagandiste au service du pouvoir. Et il reproche quelque chose à Alexandra Henrion-Caude. Il lui reproche son catholicisme, c'est-à-dire que pour Julien Pain, la liberté de conscience n'existe pas. Non, il n'y a qu'un seul Dieu qu'il faut aimer, selon Julien Pain, c'est le veau d'or, cette fameuse statue qui trône au milieu du Big Pharma. Lorsque vous avez des convictions fortes, eh bien, vous n'avez pas le droit, selon Julien Pain, de les exprimer. Et notamment, il lui reproche quelque chose, moi, qui m'a particulièrement touché. Alexandra Henrion-Caude est catholique et elle donne des messes pour les enfants qui ne sont pas nés à temps, c'est-à-dire pour les prématurés, les fausses couches, etc. C'est dans le dogme chrétien. Julien Pain ne peut pas lui reprocher cela. Va-t-il discuter de ses thèses? Non, il va utiliser ses convictions intimes. Eh bien, ça, on le sait dans le stalininisme, c'est tuer le messager pour que les Français n'entendent pas son message. Alors, quel est le message d'Alexandra Henrion-Caude? Quel est le message que Julien Pain essaie de cacher, en quelque sorte, à tous les Français? Heureusement, Doctissimo en a parlé de manière, je vais dire, plus objective. Regardez ce qu'on lit, par exemple. Le livre « Les apprentis sorciers » va-t-il ouvrir le débat scientifique? Pour y voir clair, Doctissimo a choisi de lui donner la parole à Alexandra Henrion-Caude, ainsi qu'à un chercheur qui souhaite rester anonyme pour vous éclairer sur ces questions. Nous avons la réponse à la fin de l'article. Le chercheur déplore également de ne pas pouvoir évoquer ces questions à visage découvert sans risquer de perdre son travail. Ce sont les bases de la science et de la médecine, et ce sont des questions que l'on devrait pouvoir poser sans être lanceur d'alerte ou militant. Mais il n'est pas possible d'avoir une voix divergente, parce qu'on est menacé et il n'y a pas de liberté de parole, nous explique-t-il. C'est pourquoi le semblant de consensus scientifique n'en est pas un en réalité. Des pétitions comme la Déclaration de Rome ou de Great Barrington ont été signées par des milliers de médecins et de scientifiques et montrent bien qu'il n'y a pas une adhésion de l'ensemble de la communauté à l'idéologie dominante. Il y a beaucoup trop d'enjeux, notamment financiers,
autour de la question. Et c'est là où moi je retourne une question à Julien Pain. Est-ce qu'il pourrait traiter du courage de ces scientifiques qui se sont dressés contre l'industrie pharmaceutique? Ça serait intéressant, Julien Pain, de voir ce qu'on subit. Et lorsque vous vous moquez d'Alexandra Orion-Côte qui parle de Tiananmen, je vous rappelle que dans certains pays, c'était marqué interdit aux non-vaccinés, que les non-vaccinés devaient se terrer dans les caves et que tous ceux qui se dressaient étaient impitoyablement humiliés, moqués, ridiculisés par des gens comme vous. Donc ce médecin nous explique qu'Orion-Côte a été très courageuse dans une certaine mesure. Et regardez ce que dit Gérald de Kierzek. Donc pour Gérald de Kierzek, médecin urgentiste et directeur médical de Doctissimo, deux camps s'opposent désormais en voulant faire du scientisme, merci Julien Pain, merci Laurent Alexandre, à mettre une foi aveugle dans la science, cela a contribué à l'émergence du complotisme. Donc les responsables, ce sont bien Laurent Alexandre et ce sont bien les Julien Pain. La science a besoin de débat et de démocratie. Ça aussi, Julien Pain, le respect intime, il ne connaît pas. Et ce n'est pas tout blanc ou tout noir. Dire par exemple que les vaccins n'ont aucun effet secondaire, c'est faux. Mais ne pas le reconnaître a permis l'émergence d'une position à l'autre extrême, malheureusement. Vous remarquez qu'Alexandra Orion-Côte espère pour sa part que son livre permettra d'ouvrir le débat et on la remercie pour son courage. Ça devrait être comme ça. Je vous mets l'article et vous verrez que ce médecin donne raison à Orion-Côte sur bien des points. Il n'est pas tout à fait d'accord sur un ou deux points. Là où il n'est pas d'accord, c'est sur l'ARN, mais je me souviens d'avoir entendu Christian Vélo sur la question. Vous voyez qu'il y a débat, et la science, c'est du débat. C'est pas du Julien Pain, c'est pas des dogmes, mais c'est pas le veau d'or à admirer. Cette fameuse statue au centre du BIP Pharma. Le gouvernement n'est pas resté les bras ballants non plus. Il a retiré AstraZeneca, par exemple. Il a interdit qu'on vaccine avec du Moderna, un vaccin ARN messager mais fortement dosé, les moins de 30 ans. On peut dire qu'on a une vision maintenant claire des effets secondaires du vaccin en France grâce à ce travail qui est un travail difficile et qui a été bien fait. 150 millions d'injections en France, 190 000 effets secondaires, c'est très important. Et sur les 190 000 effets secondaires, 25% de graves. C'est-à-dire à peu près un peu moins de 50 000. Alors c'est considérable. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle un effet secondaire grave? Fort heureusement, il y a beaucoup de ces effets secondaires graves qui sont réversibles, qui ont nécessité par exemple une hospitalisation, des cas de thrombose, de péricardite, de paralysie neurologique, etc. Et heureusement, les symptômes sont apparus et ont disparu. Mais malheureusement, il y a des effets qui sont irrémédiables. Il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui ont eu des effets, des handicaps. Vous citiez le reportage d'Arte. Effectivement, on voit des gens qui sont amochés à vie en raison de ces vaccins. En tout cas, il y a toujours le problème de la causalité, comme je vous l'ai expliqué, et de la concomitance. Pierre Chaillot, merci d'être avec nous. Pierre Chaillot, vous êtes statisticien, vous avez été formé à l'INSEE, auteur de Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels. Pourquoi vous avez invité Pierre Chaillot, cher Yvan Rioufol? Quand j'ai reçu son livre il y a 2 mois et que je l'ai lu, j'ai trouvé que ces révélations étaient vraiment étonnantes et je me suis dit naturellement que ça allait susciter un débat et je voulais attendre un peu pour voir, pour trier un peu le bon grain de livret, pardon. Et j'ai été stupéfait de voir qu'en fait, c'est une véritable omerta qui s'est plaquée sur votre livre. Alors certes, vous avez été invité sur CNews, Pascal Praud vous a invité, vous avez été invité sur 1 ou 2 radios périphériques, si je puis dire, mais je suis étonné de voir qu'une sorte de censure, en tout cas la censure du silence, a accueilli votre livre, alors que votre livre, celui d'un statisticien, est de dire que cette crise du Covid a été très largement exagérée pour aller vite et vous en donnez les chiffres et vous expliquez, à partir du moment où les chiffres ne trompent pas, vous donnez tous les chiffres et j'aurais pu penser que cette démonstration aurait suscité ou des contradictions ou des dénégations. Mais en fait, vous n'avez rien, confirmez-le-moi, vous n'avez rien eu de contradictoire dans les débats et ni même de négation de ce que vous pouvez avancer. Non, je n'ai absolument aucune remarque, aucune critique. Il y a très récemment l'Express qui a fini par se fendre d'un article pour expliquer qu'il ne voulait pas parler de mon livre, puisque c'était un livre forcément de complotiste, puisqu'il ne disait pas la même chose que les autres. Et donc il expliquait que c'était la raison pour laquelle il ne fallait pas en parler. Mais l'Express avait lu votre livre malgré tout ou même pas? La journaliste de l'Express avait lu mon livre, m'a envoyé une série de questions à laquelle j'ai répondu dans le détail et n'a pas repris le moindre mot de mes réponses d'ailleurs. Donc je me suis permis d'une réponse qui a été publiée ensuite par François pour montrer les réponses que j'avais faites à la journaliste.
et qui n'avait pas été reprise. Donc oui, c'est bien ça qui se passe. J'ai aucune contradiction de mes propos, alors que pourtant le livre, ça fait maintenant 6 semaines qu'il est dans le top des ventes, donc des livres les plus vendus en France de la catégorie des essais, publié d'ailleurs par l'Express, donc qui pour la première fois depuis 6 semaines commentait cet état de fait. Et donc votre livre est en effet de démonter, si je puis dire, le récit officiel qui était de dramatiser cette épidémie, de dramatiser ses conséquences et de dramatiser même les réponses qui avaient été données par le président de la République lui-même, avec une avalanche de milliards qui ont été déversés afin d'éteindre la crainte des Français. Et si l'on vous lit, on vous dit que tout ceci était inutile. Et donc vous nous dites que cette crise du Covid n'était pas aussi grave qu'elle a été présentée. Comment peut-on la mesurer? Quels sont les chiffres que vous avancez et qui pourraient être contestés, qui ne le sont pas? Tout ce qu'il y a dans mon livre, ce sont les chiffres officiels et ça utilise des rapports officiels, donc c'est difficile de contester puisque tout est sourcé. Et donc, ce sont les méthodes habituelles. Donc, si on veut pouvoir dire qu'il y a une épidémie grave et qu'il s'est passé quelque chose, il faut qu'il y ait des morts. Ça, c'est la première chose, normalement, à regarder. Et il se trouve que donc, quand on télécharge les chiffres officiels de décès et que l'on fait les calculs habituels, on se rend compte qu'il n'y a d'hécatombe nulle part, ni en France, ni en Europe. On annonce quand même 150 000 morts en France durant cette épidémie. Alors ça, c'est autre chose, c'est un deuxième point, c'est-à-dire qu'a-t-on compté comme étant des morts Covid? Ça, c'est autre chose. Mais on peut compter tous les morts Covid qu'on veut. Si on veut dire qu'il s'est passé quelque chose de nouveau, il faut qu'il y ait plus de morts que d'habitude et de manière significative. Et ça n'est pas le cas. Ce qui a été fait, c'est qu'on a comparé les décès qu'il y a eu en 2020 avec ceux de l'année précédente sans prendre de précautions, alors que tous les ans en France, le nombre de décès augmente tout simplement parce que la population vieillit. Il y a ce qu'on appelle les baby boomers. Et donc ça fait 10 ans que quasiment tous les ans, on bat le record du nombre de décès. Et donc on ne fait pas ça, on ne compare jamais les décès d'une année sur l'autre sans prendre en compte la population, la taille de la population et l'âge des gens. Oui. Et donc il y a un calcul qui s'appelle le taux de mortalité standardisé par âge qui est utilisé, c'est le calcul officiel que vous pouvez trouver sur l'OMS, sur Eurostat, sur les statistiques Canada. Et c'est comme ça que l'on compare les décès d'une année sur l'autre. Et si on fait ça, on se rend compte qu'il n'y a pas de surmortalité. Donc cela donne combien de décès en plus, en moins en 2020, en 2021, 2022 ? Eh bien, par exemple, en 2020, il y a exactement le même nombre de décès standardisés que par rapport à l'année 2015. Il n'y en a pas plus. Donc, c'est-à-dire que si on se dit que l'année 2015, ce n'est pas le Moyen-Âge et qu'il ne s'est pas passé une grande guerre en France, il n'y a pas de surmortalité en France. C'est bien ce que je montre. Et donc, on ne compare pas l'année 2020 à une seule année. Par exemple, en ne comparant que à l'année 2019, on regarde par rapport à un ensemble d'années, parce qu'il peut se passer des voies testifères un peu rudes ou des canicules. Et donc, si on regarde de manière objective l'année 2020 dans son ensemble avec des années précédentes, on se rend compte qu'il n'y a absolument rien d'alarmant en France en 2020, ni dans aucun des pays d'Europe sur lesquels on a des données. Et ça, c'est le premier chapitre de mon livre. Et je pense qu'il faut en terminer avec cette histoire où on fait croire aux gens qu'il s'est passé une hécatombe quelque part. Il ne s'est passé d'hécatombe nulle part où l'on dispose de données de décès. Enfin, tous les pays du monde, si je puis dire, en tout cas une grande partie des pays du monde, ont relaté cette grande panique universelle presque, en disant que c'était un virus qui tuait énormément de monde. Et on a vu même des scènes, souvenez-vous, en Italie, au tout début du Covid, où l'on voyait malgré tout des corps dans des couloirs d'hôpitaux. Donc on n'a pas rêvé d'avoir vu ces scènes-là. On n'a pas rêvé, on les a vus à la télé. Le deuxième chapitre de mon livre, d'ailleurs, s'intéresse à la saturation hospitalière. Puisque moi, j'étais persuadé de ce que je voyais à la télé qu'il y avait bien une saturation hospitalière en France. Et j'en étais persuadé jusqu'à avoir le rapport de la TIH, qui est l'Agence technique de l'information hospitalière, qui a sorti en octobre 2021 un rapport pour nous expliquer que sur l'année 2020, le Covid-19, c'est 2% de l'activité hospitalière. Ça, ce sont les chiffres officiels. 2%, oui. Ça, je me souviens qu'on avait effectivement donné ce chiffre. Oui. Et que pendant les périodes de confinement, on a les caméras qui se déplacent pour nous montrer justement les hôpitaux qui sont saturés. Les hôpitaux sont à moitié vides. Les hôpitaux sont à 50% vides. Donc, ce qui s'est passé, c'est que... Je vous interromps là, parce qu'on se souvient des images où l'on voyait des trains affrétés afin de faire venir des malades dans d'autres départements, etc., parce que les hôpitaux étaient soi-disant saturés sur place. Vous nous dites que ce théâtre-là était un théâtre faux et qu'il n'y avait pas la saturation qui était avancée par les pouvoirs publics. C'est ce que vous nous dites. Si on met dans son contexte, il se trouve que ça fait maintenant plus de 20 ans que la politique de l'État, c'est quand même de baisser le nombre de lits à l'hôpital et que de manière assez régulière, quand il y a des hivers un peu rudes, il y a des hôpitaux qui sont saturés pendant les périodes dites épidémiques, quand il fait un peu froid. Ça, c'est classique. Et d'ailleurs, je vous rappelle que quand on est en 2020, ça fait presque 1 an qu'on a des services d'urgence un peu partout en France qui sont en grève parce qu'ils manquent de moyens et qu'ils n'arrivent pas à subvenir aux besoins des malades en permanence et des malades d'infections respiratoires, notamment pendant les périodes épidémiques.
Donc il ne se passe rien de nouveau. Donc l'hôpital est saturé en permanence en France parce que c'est une stratégie financière qui a été mise en place où il s'agit de ne pas perdre d'argent, c'est-à-dire d'avoir en permanence des lits qui soient à 100% occupés par des malades. Donc quand il y a des tensions, fatalement ça déborde et c'est en permanence qu'on envoie des malades ailleurs. Donc ça c'est un classique. Ce qui s'est passé en début de cette histoire, c'est qu'on a mis en février le plan Orsan-REB qui a été mis en place et qui a dit en France, il va y avoir une épidémie très grave Covid-19 et il n'y a que 38 hôpitaux qui sont habilités à recevoir du Covid. En France, il y a 1500 établissements hospitaliers. En France, il y a 3,5 millions de personnes qui ont des problèmes respiratoires chroniques en permanence. Si on commence à leur faire peur à tous ces gens-là et qu'on leur dit qu'il y a une épidémie grave qui arrive, et qu'on concentre une épidémie, une maladie mal connue sur laquelle les symptômes peuvent être tout et n'importe quoi sur seulement 35 hôpitaux, c'est normal qu'on fasse de la saturation. D'accord. Ça a tellement saturé qu'au bout d'une semaine, ils ont abandonné parce que tout était saturé dans ces hôpitaux-là. On est passé à 108. Et puis après, on est passé à tous les hôpitaux en France, mais en disant qu'il fallait mettre dans des couloirs spéciaux les gens. Donc ce qu'on apprend avec le rapport de l'ATIH, c'est qu'il n'y a jamais eu saturation hospitalière au niveau français, absolument à aucun moment, et même à aucun niveau régional. En revanche, il y a pu y avoir des saturations particulières liées au protocole qui a été mis en place. Mais ça, c'est très différent. Donc ce n'est pas un problème d'un virus qui est plus grave que d'habitude, c'est un problème d'organisation où les gens paniquent. Gabriel Cluzel. Vous nous développez une explication franco-française, mais il se trouve que le problème du Covid, il va au-delà de nos frontières, on l'a bien vu, il est international. Alors pourquoi tous les pays auraient réagi collectivement de la même façon, avec du reste des bords politiques divers et variés? Il y a quand même eu cette réaction commune face à cette épidémie. L'explication ne peut pas être seulement franco-française. Non, alors il y a eu des pays qui ont réagi de manière différente les uns avec les autres, et d'ailleurs on le voit sur ces périodes-là, dans les pays qui ont paniqué, on a tendance à avoir des bosses de mortalité plus importantes que dans les pays qui ne font rien. Et on a des pays qui nous sont voisins, comme l'Allemagne, qui ne fait pas de confinement du tout pendant la période de mars-avril 2020, qui ne réagit pas en lançant la panique, qui réagit assez calmement, et qui n'a aucune bosse de mortalité sur la période, tout simplement c'est parce qu'elle n'abandonne pas les gens en créant du n'importe quoi. Et donc on peut bien se référer à nos voisins, à ceux qui ont paniqué, comme les Italiens notamment, très précocement, et qui ont en effet confiné les gens, qui ont dit que c'était une maladie grave et qui sont mis à faire un peu n'importe quoi, aux Français, aux Belges, mais il y a d'autres contre-exemples, comme notamment l'Allemagne et la Norvège, qui n'ont pas fait ça du tout et qui ont des résultats bien meilleurs que nous. Mais d'où est venue, est-ce que vous avez pu remonter la filière, si je puis dire, de cette fabrique de la peur? D'où est venue initialement cette panique-là? Qui l'a insufflée au départ? Bien, dans mon livre, je parle notamment je me remets en question l'histoire initiale avec le virus chinois qui est retrouvé en Chine. Si on reprend les chiffres dans l'ordre de ce qui s'est passé, on a d'abord une quarantaine de malades en Chine qui souffrent d'une infection respiratoire qui est dite atypique. On est sur une pneumopathie, on est à Wuhan, ce qui est un des territoires du monde qui est le plus pollué. On a un moment où il fait très froid, donc c'est-à-dire un moment où il y a le plus de particules fines, des gens qui respirent mal. Et il se trouve qu'on se met à se paniquer à ce moment-là pour 40 malades, ce qui est assez étrange. Et la seule explication qui se trouve sur quelque chose qui est pourtant à cet endroit-là parfaitement habituel, c'est de dire que c'est un nouveau méchant virus qui arrive. Et dans ces cas-là, on lance la batterie des laboratoires qui se mettent à étudier ce qu'il y a dans les poumons des malades et qui finissent par diverses techniques trouver une séquence en disant voici un nouveau SARS et c'est ça qui va lancer la panique mondiale. Et l'OMS, dès que la séquence du prétendu virus qui a l'air de correspondre à ce qu'on est en train de dire est lancée, il y a l'OMS qui lance une panique en disant regardez, c'est un nouveau virus tueur qu'on va appeler SARS-CoV-2 qui ressemble au SARS-1. Et donc c'est de là que démarre la panique, exactement comme ça s'est passé pour H1N1 il y a 10 ans, où sur certaines traces et certaines annonces de l'OMS et de laboratoires, on dit qu'il va y avoir une pandémie mondiale sur la base d'un virus, cette fois-ci grippal. Cette fois-ci, c'est un coronavirus. Mais c'est une panique de bonne foi ou est-ce que dès le départ, il y avait une volonté de désinformer dans le faux, ou en tout cas d'instiller une peur artificielle afin de terroriser une partie de la population, ce qui a été fait d'ailleurs. Alors ça, on dit en statistique, les faits n'expliquent pas les causes. La seule chose que je peux dire, c'est qu'en tout cas, ceux qui ont mis le plus d'huile sur le feu sur la panique, ce sont ceux qui ont été les plus gagnants au final, à savoir les laboratoires pharmaceutiques. Les politiques, évidemment, ont tout intérêt à ce que la population soit dans un état de sidération et de peur de façon à se rendre le plus indispensable possible. C'est assez vieux comme le monde, le fait d'avoir des crises de façon à se rendre indispensable. Donc il y a une grande partie quand même des instigateurs qui ont été gagnants de la crise. Alors, oui, pardon, Gabriel. Non, je m'étonne simplement si vos chiffres sont officiels, comme vous le dites. Pourquoi êtes-vous le seul à vous en saisir et pourquoi d'autres que vous ne le font pas? On ne va pas imaginer que vous soyez le seul chevalier blanc à faire cela.
Non, il y a énormément de scientifiques. D'ailleurs, je n'écris pas tout seul le livre. On est une dizaine à participer au livre, à étudier les chiffres et à arriver aux mêmes conclusions. Et il y a tout un tas de scientifiques avec qui j'ai travaillé, internationaux d'ailleurs, qui sont arrivés aux mêmes conclusions dans leur pays. Il y a une différence entre dire que je suis seul ou bien plutôt que je suis le premier à qui on pose des questions sur une antenne. Mais il y a de nombreuses personnes en tout cas. Pour que je comprenne bien, vous êtes en train de nous dire que le plan anti-Covid qui a été décidé par le gouvernement, par Emmanuel Macron, afin de pallier les manques à gagner du confinement, est un plan qui a coûté des milliards aux Français, est un plan qui était inutile en fonction des données que vous nous proposez. Il était inutile sur le plan de la santé, il était certainement utile sur un plan politique. C'est-à-dire qu'il y avait une crise qui était politique, avec des gens qui paniquaient, beaucoup de gens qui réclamaient le fait de se faire protéger, et le gouvernement a répondu à cette crise-là. Mais ça n'a rien à voir avec quelque chose de sanitaire. Et quand on regarde les chiffres a posteriori, sur le nombre de morts, sur le nombre de malades, là on se rend compte que non, la crise était beaucoup plus... En tout cas, elle est invisible statistiquement. Permettez-moi de vous couper, juste, puisque vous avez parlé des chiffres, par exemple. Moi, vraiment, en toute transparence, quand vous regardez l'INSEE, 2020, une hausse des décès inédite depuis 1970. Oui. En raison de l'épidémie de Covid, la mortalité a été exceptionnelle en 2020, avec près de 669 000 décès, toutes causes confondues, soit 56 000 décès de plus qu'en 2019, plus 9%. Oui. Ça, vous contredisez donc l'analyse et l'appréciation de l'INSEE, c'est ça ? J'utilise exactement les mêmes chiffres. Ce que ne fait pas l'INSEE dans cet article-là, c'est de prendre en considération l'augmentation de l'âge des gens et le fait que les baby-boomers arrivent à des âges auxquels on décède. Et ils ne font que la comparaison que par rapport à 2019 et en chiffres bruts. Là où je vous le redis, il faut regarder la taille de la population et l'âge des gens avant de dire s'il s'est passé quelque chose. Et en l'occurrence, le taux de mortalité standardisé 2020, je le redis, c'est le même que l'année de 2015. Vous avez entendu parler de l'espérance de vie, qui est un autre calcul de mortalité standardisée, et la même en 2020 qu'en 2015, c'est-à-dire qu'en 2020 et en 2015, les Français sont morts exactement pareil. À propos de la vaccination, est-ce que vous avez des chiffres sur les effets indésirables qui ont été causés par cette vaccination ? Est-ce qu'il est possible d'avoir une évaluation de ces effets-là ? Et est-ce que même il est possible d'avoir peut-être une évaluation des morts qui auraient été causées éventuellement par cette vaccination ? Ça, c'est extrêmement difficile. Dans le livre, je passe un certain temps à regarder l'évolution de décès semaine après semaine par tranche d'âge et je mets en face les nombres de vaccins qui ont été distribués à ces populations-là, partout en Europe, par tranche d'âge. Et je remarque qu'il y a une corrélation qui marche très bien entre des doses distribuées et une surmortalité pour les tranches d'âge concernées. Donc ça concerne des jeunes, mais aussi des anciens. Et donc ça, c'est un indice. C'est-à-dire que pendant qu'on vaccine les gens, on a trop de morts sur les populations qu'on est en train de vacciner. En parallèle de ça, on a aussi une pharmacovigilance, c'est-à-dire des gens qui déclarent des effets indésirables graves auprès des autorités et même avec des décès. Donc des gens qui déclarent des décès. Donc ça, on ne peut jamais savoir si c'est bien le vaccin qui a tué la personne, mais ça donne un indice. Et là, selon l'industrie pharmaceutique, il n'y a que 10% maximum des effets indésirables qui sont déclarés, donc il faudrait multiplier les chiffres par 10. Donc on a une pharmacovigilance qui est extrêmement grave et extrêmement importante et qui est un record jamais connu. Au moment où on vaccine les gens. Tout est la pharmacovigilance, c'est-à-dire que tous les effets indésirables sont bien mesurés et sont bien répertoriés dans cette pharmacovigilance. Il n'y a pas de dissimulation, il n'y a pas de déni. C'est une pharmacovigilance passive. Donc, je ne sais pas si vous connaissez des gens qui ont eu des effets indésirables, mais il y en a très très peu qui déclarent, parce que c'est extrêmement fastidieux, ça prend 2 heures, et qu'il n'y a jamais personne qui va voir les gens pour leur demander de déclarer. Donc c'est une démarche qui est personnelle, qui est extrêmement lourde et fastidieuse, ce qui fait que quasiment personne ne le fait. Donc c'est pour ça qu'on considère qu'il y a moins... L'industrie pharmaceutique considère qu'il y a moins de 10% des effets. Donc on ne peut pas savoir s'il y a eu des effets indésirables plus que la moyenne. Il faut considérer... Là, ces vaccins-là sont un record des effets indésirables. Si on les compare par rapport aux autres vaccins, il n'y en a jamais eu autant de déclarés. Donc ça, il se passe bien quelque chose de spécifique. Et a priori, même les chiffres qui sont proposés, l'industrie dit qu'il faudrait multiplier par 10. Donc pendant qu'on vaccine les gens, on a des records de pharmacovigilance avec des gens qui se plaignent qu'ils ont des effets indésirables graves, des morts qui remontent en pharmacovigilance post-vaccinaux. Et on a sur ces périodes-là aussi des petites hausses de mortalité décelables statistiquement des populations qu'on est en train de vacciner. Donc ça, c'est un indice qu'il se passe quelque chose. Ce sont des corrélations statistiques. Ce que l'on demande, et on est plusieurs à le demander à l'État, c'est de faire un grand bilan de tous les décès qui ont eu lieu depuis 3 ans et de regarder qui était vacciné, qui n'était pas vacciné dans ces statistiques. Là, on ne le sait pas pour l'instant. Ça, ils refusent de le communiquer. On refuse de le communiquer ou on ne le sait pas On pourrait le savoir. Tout cela, c'est disponible dans des bases de données auprès du ministère de la Santé qui s'appelle le CNDS. On a fait une demande avec Laurent Toubiana auprès de la CADA pour avoir accès à ces données qui nous a été refusée. La ministre a refusé de nous les donner en disant dans la même phrase qu'à la fois ces statistiques n'existaient pas mais que tout le monde pouvait y accéder quand même. Donc, les deux choses sont fausses.
Mais voilà, on demande à avoir ça de façon à vérifier deux choses. Alors s'il y a une pandémie mortelle qui circule avec un vaccin sûr et efficace, normalement les vaccinés meurent moins que les non-vaccinés. Point. Ça, c'est la première chose à vérifier. Si on trouve l'inverse, il se passe quelque chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut regarder s'il y a un lien ou non entre la date de vaccination et la date de décès. Si la vaccination, c'est sûr et efficace, eh bien, vous aurez autant de décès le lendemain de la vaccination que 3 jours après, une semaine ou un an après. Et donc, il faut regarder s'il y a une statistique. Si vous voyez un lien statistique, c'est que vous avez un problème. C'est-à-dire que les statistiques vous disent qu'il y a bien un lien entre les deux événements. Et donc, a priori, il y a assez peu de chances qu'on meure avant de se faire vacciner. Donc le lien serait plutôt un lien de causalité dans l'autre sens. Mais voilà. Là, ce que vous nous dites, c'est que vous laissez comprendre que le gouvernement tairait, dans le fond, des données qu'il connaît, mais qui viendraient contredire le récit officiel qui a été le sien de dire que les vaccins protégeaient étaient efficaces. C'est ce que vous laissez entendre ? Il est possible que personne n'ait absolument regardé, mais c'est quand même assez étonnant quand on vaccine, en poussant très très fort une grande partie de la population à le faire, de ne se poser la question à aucun moment de savoir s'il y aurait un lien entre le décès et la vaccination, sachant que ce sont des données accessibles et que personne n'a absolument regardé. Moi, ce qui m'étonne, c'est que ce que vous nous dites là, je veux bien vous croire naturellement, je n'ai aucun élément pour vous contredire, mais si ces chiffres sont accessibles à ce point, pourquoi est-ce qu'en effet, et je reprends la question de Gabriel, pourquoi vous êtes seul ou si peu à vouloir les étaler ? Et quand vous les étalez, vous êtes contredit par cette facilité de dire que vous seriez complotiste. Je voudrais comprendre le mécanisme de l'omerta, le mécanisme du déni, qui pour l'instant est assez désagréable dans le fond dans une démocratie, parce qu'on a l'impression qu'on est incapable de débattre d'une donnée fondamentale qui a bouleversé la vie des Français et singulièrement également d'ailleurs l'économie française. Il y a des pays qui ont diffusé le statut vaccinal des décédés, notamment l'Écosse, et quand ils se sont rendus compte que les chiffres n'étaient pas en faveur de la vaccination, ils l'ont masqué extrêmement vite. Il y a les Anglais qui ont continué, qui ont pendant assez longtemps proposé ce calcul-là, et qui, au tout début de leurs premiers chiffres, montraient que, notamment chez les jeunes, les vaccinés mouraient plus que les non-vaccinés. Ce qui était quand même un problème. Il n'y a eu aucune reprise presse sur ce sujet, mais assez rapidement, ils ont déclaré avoir changé de méthode pour montrer le résultat inverse, sans jamais avoir dit comment est-ce qu'ils avaient changé leur méthode. Donc aujourd'hui, il n'y a que l'Angleterre qui propose ça, où on a des questions à leur poser sur la méthode qu'ils utilisent, puisqu'ils nous donnaient deux résultats différents à deux moments différents. Et puis, il y a un chercheur qui s'appelle le professeur Norman Fenton, qui a montré qu'on voyait d'énormes biais à l'intérieur de ces données. Donc il y a très peu de pays qui se lancent dans l'exercice de donner le statut vaccinal des décédés pour qu'on puisse regarder, puisque les données n'ont pas l'air d'être dans le bon sens. Il n'y a qu'un seul pays qui le fait et les données n'ont pas l'air terribles. Donc il y a en effet un silence des autorités sur ce sujet et qui pose question. Et c'est pour ça que notre but, c'est quand même de poser les questions au maximum et d'essayer d'avoir ces données de façon à savoir. Oui. Oui, pardon. Non, simplement une interrogation. Moi, je suis absolument néophyte, mais vous disiez que l'Allemagne et la Norvège avaient pratiqué une politique différente. Là, il ne s'agit pas de vaccination, mais par exemple de confinement. Il est assez étonnant qu'aujourd'hui, ces gouvernements qui ont pu être critiqués, je pense notamment à la Norvège, ne mettent pas en valeur des chiffres pour montrer que finalement leur politique a été la bonne. Si vous dites que tout semble leur donner raison, vous voyez, eux auraient intérêt à abonder dans votre sens. Ça ne les a pas empêchés ensuite de demander à leur population de se faire vacciner. Donc ça dépend du but qu'il y avait derrière. Évidemment, si on regarde les chiffres de la Suède, mais ce n'est pas les seuls, notamment de l'Allemagne, il n'y a aucune raison de lancer une campagne de vaccination si on n'est pas capable de justifier des morts en plus, même aucune bosse, quoi. J'aimerais revenir à un moment, parce que c'est mon rôle aussi dans le médiateur de cette discussion et de l'antenne. Vous avez parlé du confinement, vous avez dit qu'il n'y a aucune raison sanitaire, mais des raisons politiques de confiner. C'est une interprétation que vous faites. Quelles sont vos sources, par exemple ? Pour dire quoi ? Pour considérer que le confinement était un enjeu politique, seulement politique et non sanitaire. S'il n'y a pas de mort, qu'il n'y a pas de problème dans les hôpitaux, qu'il n'y a pas plus de malades que d'habitude, ça c'est un autre chapitre du livre où je montre qu'en fait le réseau Sentinelle des médecins qui remontent les malades n'ont à aucun moment depuis le début de cette crise remonté plus de malades que ce qu'ils avaient d'habitude dans les fameuses grippes. Donc c'est-à-dire s'il n'y a pas de mort, s'il n'y a pas de problème d'hospitalisation, s'il n'y a pas plus de malades que d'habitude, pour quelle raison faudrait-il confiner les Français ? C'est vraiment la question que je pose. Donc, je ne vois qu'une réponse politique, à savoir une peur qui est exacerbée, des gens qui ont peur de quelque chose, des médias qui jouent le jeu de la peur et du virus tueur en montrant certaines images, et ensuite le politique qui répond en disant « je vais prendre soin de vous d'une manière... » Est-ce qu'il faut comprendre également que les firmes pharmaceutiques ont en fait imposé, dans le fond, les grandes lignes d'un discours officiel qui a été repris ensuite politiquement ? J'en parle un peu dans le dernier chapitre. Maintenant, c'est connu, puisqu'il y a un rapport du Sénat sur le sujet, que la totalité de la politique sanitaire française a été mise en place par des cabinets de conseil. Mais ce n'est pas d'ailleurs la seule politique qui est mise en place par des cabinets de conseil, même pour ce qui est de l'armement
de l'armée, ils interviennent dans beaucoup de choses. Donc ça veut dire que ce sont bien des cabinets privés externes qui notamment gèrent les fonds et les fusions-acquisitions entre laboratoires pharmaceutiques, qui vont décider de ce qui est bon pour les Français. Il y avait un conseil scientifique, si je ne m'abuse, pardonnez-moi. Le conseil scientifique, oui. C'est des membres de McKinsey, le conseil scientifique, monsieur ? Ce ne sont pas des membres de McKinsey. Bon, d'ailleurs, alors. ils ont produit une étude qui a été... il y a l'étude qui justifie le confinement, d'ailleurs. Il y a le mathématicien Vincent Pavant qui fait un brillant exposé sur le sujet, où ils utilisent des formules qui ne sont pas mathématiquement viables. Il y a des erreurs mathématiques au sein des formules qui sont dans le rapport, qui pourtant sert à justifier le confinement. Et il y a même des courbes qui sont maquillées à l'intérieur. Donc il faut regarder la présentation de Vincent Pavant. On a eu un problème dans cette période avec le conseil scientifique qui fournissait des prétendues études au gouvernement sur lesquelles il n'y avait pas de chercheurs qui pouvaient les regarder ce qu'ils faisaient pour pouvoir les commenter et proposer un débat contradictoire. Écoutez, c'est terminé. Les téléspectateurs feront... Voilà, le débat est ouvert. Les téléspectateurs se feront un avis. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir face à vous quelqu'un qui puisse avoir l'expertise et le regard différent. Il serait bien, effectivement, que l'on se confronte à vos données. J'étais un peu... Je vous dis en toute transparence, lorsque je vous ai entendu, j'étais un peu surpris. Pas sur les données statistiques, c'est sur l'interprétation après que vous en faites. Merci beaucoup Yvan, merci Gabriel Cluzel. Je rappelle quand même votre ouvrage, Pierre Chaillot, Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels. L'info se poursuit sur CNews. Ça fait aujourd'hui 6 semaines que mon livre Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels a été publié et il est toujours dans le top des livres les plus vendus en France. Et malgré ça, absolument aucun média grand public, mainstream, n'en parle, que ce soit journaux, télé ou radio. Mais heureusement, l'équipe de Conspiracy Watch a décidé de mettre en lumière le livre. Et avec Pierre-Yves Covid, qui a coécrit avec moi la partie sur les données anglaises, nous avons décidé de vous proposer une petite analyse de leur analyse. Et oui, malheureusement, les données anglaises ne sont plus mises à jour depuis qu'elles ne vont plus dans le bon sens. Et le pauvre Pierre-Yves Covid se retrouve donc au chômage technique et se met donc à regarder Conspiracy Watch et m'a donc préparé une analyse pour vous proposer le fact-checking des fact-checkers. Nous allons voir que ces fact-checkers ne s'attaquent pas aux messages, mais aux messagers parce que c'est bien plus facile. Aujourd'hui, nous en sommes là. Il n'y a absolument aucun contre-argument contre le livre, mais tout un tas de sophismes et des attaques ad hominem. Mais place à la vidéo. Premier sujet qui nous intéresse cette semaine, c'est ce livre qui a été encensé par Pascal Praud, par André Berkoff, par tout un tas de sites conspi bien connus de nous tous ici. Cet ouvrage en question, c'est celui de Pierre Chaillot, Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels. Alors là, Conspiracy Watch donne le ton direct. Il ne faut surtout pas lire le livre parce qu'il a été promu par des méchants. Par les méchants de chez CNews ou par les méchants sur Internet. C'est donc un livre de conspi parce que ce sont les conspis qui en ont fait la promotion. Alors il y a plusieurs thématiques autour de ce livre. Il y a la question du safe blood, tu nous en parleras, Rudy. Alors là, safe blood, ça m'intéresse parce que je sais absolument pas ce que c'est et que j'en ai jamais parlé de ma vie. Il y a aussi cette question du personnage de Chaillot qui est Pierre Chaillot. Ça aussi, je vous avoue, j'ai assez hâte d'apprendre des trucs sur moi. Et puis aussi un peu cette espèce de festival, de ce grand chelem de Pierre Chaillot dans les sites conspi. Rudy, pour parler d'abord de cette question des safe blood. Alors ça, c'est un peu orthogonal par rapport à Pierre Chaillot. C'est un autre sujet, même si c'est un sujet qui est lié directement aux antivax, parce que j'ai fait un papier dans le dernier Frontier sur le sujet. Donc là, le type avoue but en blanc qu'en effet, c'est un sujet dont je n'ai absolument jamais parlé de ma vie. Je ne sais même pas ce que c'est. C'est juste que Rudi Reichstad a écrit un papier sur ce sujet et qu'il a envie de le placer. Il a envie de le placer en parlant de mon livre, même si ça n'a absolument rien à voir, et ça sert à discréditer le livre. Ce procédé, ça s'appelle un sophisme par association, et c'est aussi connu sous le nom d'association diffamante. Il s'agit de parler de quelque chose de débile pour discréditer autre chose, même si ça n'a absolument rien à voir. En l'occurrence, le safe blood qui discrédite ensuite mon livre, alors que j'en ai absolument jamais parlé et que ça n'a absolument rien à voir. Dans d'autres vidéos où j'ai répondu à des fact-checkers, il y avait exactement le même procédé. Le fact-checker dit un truc complètement débile et fait croire au lecteur que c'est ce que je dis, alors que c'est pas du tout le cas. Ça lui permet de parler de quelque chose qu'il connaît, de ne pas du tout parler de ce qu'il y a dans le livre, de façon à ne pas avoir à le discuter, parce qu'il en est proprement incapable. Donc maintenant, on a des gens qui mettent en contact des donneurs et des receveurs de sang, mais de sang pur, de sang sûr, au sens safe, d'accord ? Non vacciné. C'est-à-dire de non vaccinés. Et là, pendant 3 minutes, Rudi Reichstad va partir sur son délire sur les sangs purs, qui sont des gens qui ne veulent pas recevoir de transfusion sanguine de la part de gens vaccinés, et qui donc appellent ça du sang pur. Et il paraît qu'il y a un commerce qui se développe
autour de cette idée de sang pur. Il part sur son idée de sang pur et par association d'idées, il finit par dire que ce sont des thèses proto-racistes en fait, hein, qui datent de la fin du XVe siècle, au moment de l'Espagne de la Reconquista, quand et il revient à ça. La limpieza des sangrés, c'est-à-dire la pureté du sang. Ouais. Et là, on se dit, mais qu'est-ce que ça vient foutre là? Ça s'appelle sang pur de chaque côté, mais il n'y a absolument aucun rapport entre les deux. Mais du coup, j'ai eu la curiosité de taper sur Google sang pur religion pour savoir ce qui sortait. Bon, bah là, on comprend très bien comment Rudi Reichstad écrit ses articles. Il voit un mot qui l'intéresse, il tape sur Google, il tape religion, et c'est le premier résultat qui sort. Rudi Reichstad, c'est un peu le chat GPT humain, sauf que ces associations d'idées n'ont absolument aucun sens. Donc ça, c'est pour la question du... Oui, ouais. Je rebondis juste là-dessus, parce que dans toute dans cet imaginaire un peu foutraque, hein, anti-vax, on a aussi eu, je crois que c'était l'an dernier, une sorte de buzz en ligne, hein, dans l'univers covido-sceptique, de l'idée d'essayer de commercer autour de sperme de non-vaccinés. Hein, c'est le unvaxxed sperm. Donc là, on pensait en avoir terminé avec les associations d'idées pourries, mais non, Tristan Mendès France en remet une couche. Mais là, on s'en lasse pas. Unvaxxed sperm. Encore un petit coup. Unvaxxed sperm. Une dernière pour la route. Unvaxxed sperm. Parler du sang, mais le sperme, c'est pas loin, en gros, de se dire qu'il y a une sorte de pureté de ceux qui n'ont pas été vaccinés, hein, et d'essayer, pourquoi pas, de commercer avec ça. Hein. J'en profite pour vous rappeler à ce moment-là que moi, je ne commerce absolument rien, que la totalité de mes droits d'auteur sont reversés à l'association Ouémancycle qui vient en aide aux femmes qui ont des problèmes suite à la vaccination, des problèmes de menstruation, des problèmes de fertilité. Cette association a pour but de libérer la parole des femmes, de leur permettre de se soigner et de retrouver des cycles normaux et une fertilité normale. Et donc, en ce qui me concerne, il n'y a absolument aucun sectarisme. Les plusieurs milliers d'euros concernés sont bien à destination de femmes vaccinées que je considère comme des victimes. Et donc, contrairement à ces trois tristes cires, il y a toutes les personnes qui ont voulu à un moment mettre en place des règles qui séparaient les non-vaccinés des vaccinés en interdisant les non-vaccinés d'accéder à certains lieux, par exemple. Moi, je ne suis pas sectaire. Et je rajoute même que je n'ai pas gagné un centime de toute cette histoire, ni par des articles, ni par mes vidéos, ni par la vente de mes livres, et que je démarre aujourd'hui un cycle de conférences et que je ne serai rémunéré pour absolument aucune d'entre elles. Je fais tout cela bénévolement. Si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez juste mettre un petit j'aime à la vidéo, la partager et évidemment acheter mon livre. Le livre de Pierre Chaillot vient réactiver aussi cet imaginaire anti-vax, anti-conspi. Et oui, voilà un beau lapsus. Mon livre réactive l'image anti-conspi. Et c'est vrai que mon livre lutte contre les obscurantistes qui, sans amener aucune preuve scientifique, n'arrêtent pas de dire que l'alpha et l'oméga de la santé, c'est la sacro-sainte vaccination. Et ça me fait très plaisir que cette dimension anti-conspi du livre soit enfin reconnue par les experts de Conspiracy Watch. Des experts qui discutent autour de leur table comme au bistrot sont là pour arbitrer les bonnes et mauvaises pensées. Est-ce que tu veux nous parler un peu de cet individu, Pierre Chaillot ? Alors Pierre Chaillot, c'est quelqu'un qui est statisticien, qui se réclame d'une expérience à l'INSEE. Il est passé par l'INSEE. Alors le problème, c'est que à la fois il fonde sa légitimité là-dessus. Alors ça, c'est un sophisme aussi assez connu, c'est le recours au sous-entendu. Il paraît que je me réclame d'une expérience à l'INSEE. Donc visiblement, il a l'air trop compliqué pour ces fact-checkers d'aller vérifier par eux-mêmes. Donc je vous propose qu'on le fasse ensemble. Tout simplement, il suffit d'aller sur le site de l'INSEE, insee.fr, il y a un moteur de recherche et vous tapez dedans Pierre Chaillot et vous regardez ce qui sort. Et donc là, vous tombez sur une vingtaine d'études publiées, donc des études relues par les pairs à l'INSEE. Les études les plus anciennes datent de 2010, les plus récentes de 2019, ce qui fait quand même 9 ans de justifier à l'INSEE à analyser des chiffres et à produire des études, ce qui n'est pas rien. Et ça nous a pris quelques secondes à vérifier. Le doute laissé par Rudi Reichstad est donc bien volontaire. Et en même temps, l'INSEE dément tout ce qu'il dit. Alors ça, c'est tout simplement faux. L'INSEE n'a jamais démenti quoi que ce soit, tout simplement parce que l'INSEE n'a jamais réagi à mes résultats statistiques, ni à mes vidéos, ni à mes articles. Ceux qui ont suivi depuis plusieurs années mes travaux ont d'ailleurs pu voir en suivant ceux de l'INSEE également, que l'INSEE a évolué dans sa manière d'étudier les chiffres et que différents éléments de langage que j'ai pris d'abord dans mes vidéos
ont ensuite été repris dans certaines analyses, notamment les effets moissons. L'INSEE n'a donc jamais répondu à mes articles. En revanche, il m'est arrivé de faire des vidéos explicatives sur des analyses de l'INSEE, et c'est moi qui ai montré des choses en disant que je n'étais pas d'accord avec certaines conclusions, notamment parce que je critiquais la méthode. Et ça ne s'est jamais passé dans l'autre sens. Donc ça n'est jamais l'INSEE qui dément, c'est moi qui montre certains désaccords, et c'est bien dans ce sens-là. Il a fait un bouquin de plus de 400 pages, et il a bénéficié d'une sorte de plan média sur toute la complosphère covido-sceptique, absolument, enfin on en parlait juste avant l'émission, mais il a fait tout le circuit. Là on retrouve encore le sophisme par association. Il n'y a toujours absolument aucun argument contre le livre, mais ils disent que j'ai bénéficié d'un soutien des complotistes, et donc que mon livre est un livre complotiste et point barre. Déjà ce serait bien un jour de définir ce terme fourre-tout. Et c'est marrant parce que dans le livre, je parle du scandale H1N1, sur lequel il y a un rapport du Sénat qui est très clair pour dire que c'était une escroquerie. Et c'est écrit noir sur blanc que pour discréditer ceux qui voulaient prévenir que c'était une escroquerie à l'époque, les médias et les scientifiques opposés utilisaient le terme de complotiste, qui servait déjà il y a 10 ans à discréditer ceux dont on a reconnu plus tard qu'ils avaient raison. Donc c'est très intéressant de retrouver une fois de plus la même association. Et donc, chers amis de Conspiracy Watch, il serait temps de reconnaître qu'il y a une différence notable entre le complot et le scandale sanitaire. Et des scandales sanitaires, il y en a eu un paquet. Il y a eu les prothèses-pipes, il y a eu le scandale H1N1, il y a eu le scandale des opioïdes, le tabac, l'amiante, le Mediator, la dépakine et plein d'autres. Et il serait temps de reconnaître que les intérêts privés ne sont pas les mêmes que les intérêts publics. Et quand il y a autant de milliards en jeu, il y a lieu de se méfier. Il serait peut-être temps d'avoir un regard critique, surtout envers des entreprises qui sont multirécidivistes dans les fraudes. Pierre Chaillot, on avait croisé son nom il y a 2 ans à peu près, lorsqu'il avait co-signé un papier avec Laurent Toubiana et Laurent Mucchielli. Laurent Mucchielli qui est sociologue, spécialiste des questions de sécurité, de délinquance, bon. Et pour dire que, en fait, à partir des chiffres des morts pendant la première vague Covid, qu'en réalité, ces morts n'étaient pas liés vraiment au virus, au Covid, en suggérant que s'il y avait une mortalité ou une surmortalité, c'était plutôt lié au Rivotril. Alors ça, c'est juste complètement faux. L'étude coécrite avec Laurent Toubiana, Laurent Mucchielli et Jacques Bouot, elle se trouve dans le tome 2 de la doxa du Covid, désormais, à la page 435, et elle s'appelle « L'épidémie de Covid-19 a eu un impact relativement faible sur la mortalité en France ». Donc cette étude-là, elle montre 2 choses. La première, c'est qu'il n'y a absolument aucune surmortalité en France pendant l'année 2020 pour les moins de 65 ans, ce qu'absolument personne ne conteste, et que s'il y a une surmortalité pour les plus de 65 ans, elle est extrêmement faible au regard des années précédentes. Et j'ai même montré qu'au regard de 2015, il n'y en a pas. Et donc, il n'y a absolument pas la moindre mention du Rivotril, ni d'aucune chose de ce genre dans cet article. Donc ça, c'est juste un mensonge. L'article dont il parle, c'est juste ça. Ça parle de la mortalité générale pour dire que finalement, il n'y a pas vraiment de hausse de mortalité sur l'année 2020 qui soit décelable, à condition de regarder par rapport à plusieurs années précédentes. C'est tout. Donc là, on est même au-delà du sophisme, on est dans le mensonge pur pour discréditer le livre, d'ailleurs toujours sans parler du livre. Et puis évidemment, il a le relais de toute la complosphère, quoi, sans aucun... Et un succès de librairie qui est assez phénoménal. Et un vrai succès de librairie, c'est vrai. À la Fnac, à Amazon. Ouais. Et comment vous expliquez un peu cette espèce de traction phénoménale de ces bouquins, comme celui de Pierre Chaillot, mais comme si celui sur la naturopathie dont on avait parlé il y a quelques émissions. Comment t'expliques ça ? On a eu le même phénomène avec Perron, c'est quand même assez spectaculaire de voir le succès de librairie en fait de ces bouquins-là, qui profite, je crois, de 2 choses. Voilà. Une première, d'abord, il y a une sorte d'argument marketing on est censuré. Donc il y a un côté un peu piquant de dire on ne passe pas dans les médias mainstream pour une bonne raison, c'est que les bouquins sont pas crédibles, ne sont pas sérieux. D'ailleurs, c'est le lancement de Pascal Pro sur CNews. C'est le livre dont vous n'entendrez parler nulle part ailleurs. Monsieur Chaillot, vous n'irez pas chez Anne-Elisabeth Lemoine c'est à vous. Voilà, donc c'est exactement cet argument. Tout en étant chez Pro, ce qui est quand même assez génial. Mais donc ça, c'est un argument marketing qui est assez, une sorte de victimisation, qui est un packaging marketing qui était déjà assez efficace, de dire voilà, on
on est, si on veut me bâillonner, c'est que j'ai une vérité forcément croustillante à révéler. Donc ça ajoute en gros au caractère attirant de l'ouvrage. Donc, bref, donc il y a tout ce marketing un peu victimaire qui, je crois, marche pas mal. Alors ça, c'est quand même assez fabuleux, c'est-à-dire que la meilleure stratégie marketing pour mon livre, c'est de ne pas passer dans les médias. Ça, c'est quand même assez incroyable qu'ils en soient là, quoi. C'est-à-dire qu'on le fera exprès, c'est-à-dire voilà, qu'on aurait plus de succès à condition de ne pas passer dans les médias. Pascal Praud, en fait, il a eu entièrement raison, hein. C'est le seul qui a osé montrer mon livre à la télé, et il n'y en a pas eu d'autres. Donc quand il a dit que je passerais pas à la télé, bah oui, c'est bien le seul. Et CNews, c'est 2% de part de marché, hein. Donc en effet, il y a une censure du livre où on est dans un succès de librairie, il l'a répété plein de fois, et pourtant, bah voilà, on n'en parle pas. On n'en parle pas sur les grandes radios, on n'en parle pas à la télé, on n'en parle pas dans les journaux, on n'y peut rien. Et d'ailleurs, ils disent que c'est normal, c'est assez fou. Parce qu'en fait, ils apportent absolument aucun contre-argument dans la vidéo. Les journaux n'en apportent pas non plus. Il n'y a pas de contre-argument à la télé, c'est juste l'omerta. On n'en parle pas. Et ils trouvent ça normal. Il y a un article de l'Express qui est sorti où ils le disent carrément, hein. On a hésité à parler du livre de Chaillot parce qu'on ne veut pas en parler parce que c'est complotiste. Donc c'est-à-dire qu'on a quand même des journalistes qui font pas du tout leur travail de journaliste, où ils sont là pour montrer de l'information et pourquoi pas animer du débat, donc inviter à parler des personnes qui pensent quelque chose et leurs opposants de façon à animer un débat et puis ensuite à permettre aux gens de discuter. Non, les journalistes, ils se sont mis dans la tête qu'ils avaient une mission sacrée qui était de dire aux gens quoi penser. Et donc, ils n'invitent que les personnes qui pensent bien, dans le bon sens, et ce sont les seuls qui ont le droit de s'exprimer, et les autres, on les censure. Et donc là, c'est complètement assumé. Et d'ailleurs, Mendes France, il s'en targue, a dit oui, d'ailleurs, il n'est pas invité, c'est normal parce qu'il a tort. Très bien, où sont les arguments pour dire que j'ai tort? Pour l'instant, dans votre vidéo, il n'y en a pas un seul, et j'en ai pas vu le moindre dans les médias. Donc, ils apportent tous les arguments pour montrer qu'on a raison. Et la seule chose qu'ils réussissent à dire, c'est qu'on le fera exprès et que ce serait un argument marketing de ne pas en avoir, c'est-à-dire d'être parfaitement invisible. C'est quand même assez fort de café d'en être là. Et il y a surtout le fait qu'il y a ce que je pense vraiment être une sorte d'achat militant. Il y a une base militante d'achat de ces bouquins, que ce soit pour Perron ou lui ou d'autres. Il y a un vrai pool de gens qui sont pas simplement intéressés par le bouquin, mais qui vont l'acheter, hein, encore une fois, parce qu'il y a un engagement idéologique derrière, extrêmement fort. Il y a presque un political statement. Bon, là, on se lasse pas des cours d'anglais de Tristan Mendes France. Hein. On a Tristan Mendes France, Chapter 1. Unvaxxed Sperm. Chapter 2. Political statement. Thank you, Tristan. Mais ce militantisme, cet achat idéologique ou identitaire, il profite aussi. Je suis allé sur la Fnac, je me suis amusé pour essayer de regarder ce que je fais assez régulièrement. J'ai tapé par exemple le mot Covid sur le moteur de recherche de la Fnac, et le premier bouquin qui sortait, c'était celui de Chaillot. Je précise que cette recherche, elle se fait sur l'onglet pertinence. En gros, ça veut simplement dire que ce sont les algorithmes de la Fnac qui font remonter ce bouquin, qui est en number one quand on cherche le terme Covid. Si vous changez cet onglet, que vous enlevez le facteur algorithmique et que vous mettez les meilleures ventes, qui est quelque chose d'objectif, et bien dans ces cas-là, tout soudainement, le bouquin de Chaillot n'est plus premier. Il est 3, 4, 5e, je ne sais plus de mémoire. C'est pas rien. C'est pas rien. Mais on voit bien qu'il y a un petit push algorithmique qui est fait par la Fnac, et ce push algorithmique, je pense qu'il est vraiment le symptôme de cette effervescence militante qui elle se traduit comme un signal pour les algorithmes que ce contenu a un fort potentiel de traction, etc. Alors ça, c'est assez délicieux parce qu'on est sur Conspiracy Watch et qu'on a Tristan Mendes France qui nous sort un bon gros argument complotiste, à savoir que le succès du livre serait au moins en partie dû à l'algorithme de la recherche de la Fnac qui pousserait le livre en tête des résultats par pertinence sur la thématique Covid. Mais qu'en revanche, il affirme que le livre n'est pas premier si on regarde en termes de meilleure vente. Bon, manque de bol, au moment où on réalise cette vidéo, le livre est bien premier lorsque l'on met meilleure vente dans les critères de la Fnac. Et donc ça, c'est assez dingo parce qu'on est vraiment dans la pensée complotiste, c'est-à-dire qu'ils refusent de voir que le succès du livre peut être dû au fait qu'il soit agréable à lire par exemple et accessible et qu'il explique des choses de manière pertinente. Non, ils sont dans une idée préconçue que de toute façon tout est faux et qu'il faut absolument pas le lire, et donc ils sont en train de chercher des trucs dans tous les sens qui puissent expliquer son succès.
Et c'est bien ça le principe du complotiste et l'espèce de boucle. Là, vraiment, Conspiracy Watch, je suis épaté par votre créativité. C'est vraiment exceptionnel. Ces bouquins-là ont une audience poussée par un cœur nucléaire idéologique et politique, avec un appareil politique derrière qui les soutient, toute une base militante d'influenceurs qui ont une capacité de traction sur les réseaux sociaux qui est phénoménale, et le résultat, c'est qu'on a un bouquin en top des ventes aujourd'hui. Ce qui est fou. Enfin, bref. Donc c'est assez déroutant, un peu inquiétant, et je crois que c'est un peu l'état de l'infosphère, telle qu'elle est travaillée aujourd'hui par ces franges marginales, mais militantes. Et alors justement, tu parlais de ces franges marginales militantes qui, pour l'instant, se contentent d'acheter des livres et de militer en ligne au travers leur théorie conspirationniste. Mais le complotisme, on l'a souvent dit ici, c'est pas seulement justement cette bulle numérique ou l'achat de bouquins sur Internet ou de pastilles, et ainsi de suite. C'est aussi des actions violentes dans la réalité. C'est le deuxième sujet dont on voulait parler cette semaine. Donc pour expliquer le succès du livre, Conspiracy Watch nous sort une bonne grosse théorie du complot. En fait, derrière le livre, il y aurait une base militante, une base politique organisée pour en faire la promotion, pour l'acheter et créer comme ça son succès. Ils vont même jusqu'à dire que c'est dangereux puisque cette base militante politisée qu'il y a derrière le livre serait prête à faire une révolution violente, et c'est d'ailleurs le deuxième sujet. Donc si on résume leur analyse depuis le début, on n'a eu absolument aucun argument contre aucun des chapitres du livre. On a eu des sophismes par sous-entendu où ils ont parlé d'autres choses, de trucs débiles qui n'étaient pas dans le livre, mais pour se faire mousser et pour faire croire que le livre était tout aussi débile que ce dont ils parlaient. On a eu des sous-entendus où ils ont tenté de faire croire que l'auteur ne faisait pas partie de l'INSEE. On a eu différents mensonges sur l'auteur, mensonges sur les études de l'auteur, notamment celles avec Laurent Micheli, Laurent Toubiana et Jacques Bouot. Et donc finalement, les seuls arguments avancés, c'est de dire qu'il y a derrière le livre un grand complot de gens qui soutiennent le livre et qui sont là pour faire une sorte de révolution, que ce grand complot, il permet d'avoir un succès des ventes, et qu'une des stratégies, la stratégie principale du livre, c'est quand même d'être invisible dans les médias pour être le plus vendu possible. Qui ont Conspiracy Watch qui imagine le grand complot des complotistes, mais ça me fait penser aux chiens qui courent après sa queue pour la mordre. Vivement la vidéo de Conspiracy Watch pour dénoncer le complotisme au sein de Conspiracy Watch. Bon, la seule chose qui sauve leur vidéo, c'est quand même les cours d'anglais auxquels on a droit avec Tristan Madès-France. Tristan Madès-France, Chapter 1. Unvaxxed Sperm. Chapter 2. Political Statement. Thank you, Tristan. Unvaxxed Sperm. Political statement. Political statement. Political statement. Unvaxxed sperm. Political